Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons faire un voyage un peu différent. Imaginez vous réveiller sans une alarme stridente, sans une liste de tâches longues comme le bras, sans email en attente. Imaginez simplement ouvrir les yeux sur la lumière grise de l'aube, avec pour seul programme de la journée, ne pas se faire manger et trouver quelque chose à manger. Nous plongeons il y a 40 000 ans dans la vie quotidienne de nos ancêtres, les Homo sapiens. Nous allons découvrir quelque chose de stupéfiant. À bien des égards, leur journée était probablement moins stressante et plus épanouissante que la nôtre. Bon, avant de remonter le temps, si vous appréciez ces moments de calme et de réflexion sur notre passé commun, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Et comme toujours, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. Voir Tokyo au lever du soleil, Paris à l'heure du déjeuner et la Californie au milieu de la nuit, tous réunis. C'est la magie de notre petit feu de camp numérique. Maintenant, baissez les lumières, oubliez votre agenda de demain et préparez-vous à passer 24 heures dans un monde à la fois complètement étranger et étrangement familier. Un monde où le travail durait moins longtemps que votre journée de bureau moyenne et où le reste du temps était consacré à des choses que nous avons peut-être oubliées. Vous ouvrez les yeux, non pas au son d'une alarme, mais à la douce lumière grise de l'aube qui filtre dans un abri sous roche. L'air est frais, portant l'odeur de la fumée de bois et de la terre humide. Autour de vous, le murmure des voix commence à s'élever alors que les autres membres de votre groupe s'éveillent. Un bébé pleure brièvement, puis se calme. Quelqu'un rit doucement. Dehors, les oiseaux s'appellent dans la lumière grandissante. C'est ainsi que les humains se réveillaient pendant des centaines de milliers d'années. C'était le matin. Nous sommes il y a 40 000 ans, à quelques millénaires près. Vous êtes un Homo sapiens vivant quelque part dans ce que nous appellerions aujourd'hui l'Europe, l'Afrique ou l'Asie. Anatomiquement, vous êtes identique aux humains modernes. Même taille de cerveau, même structure corporelle, même capacité pour le langage, la pensée et l'émotion. Mais votre monde, votre réalité quotidienne, est si étrangère à la nôtre qu'il est presque impossible de l'imaginer. Alors, voici la question qui fascine sans cesse les archéologues et les anthropologues. Que faisait-on réellement de ces journées? Nous avons cette image gravée dans nos esprits par d'innombrables films et documentaires, des hommes des cavernes, brutaux et poilus, fuyant constamment les tigres à dents de sabre, passant chaque instant à chercher désespérément de la nourriture, toujours au bord de la famine, menant des vies méchantes, brutales et courtes de pure survie. C'est l'image, n'est-ce pas? La vie préhistorique comme un long cauchemar de difficultés et de terreur. Sauf que c'est presque entièrement faux. Les preuves archéologiques racontent une histoire radicalement différente. Les premiers humains ne se contentaient pas de survivre, ils vivaient. Ils avaient des vies sociales riches, du temps libre, de l'art, de la musique, de la spiritualité, de l'humour. Ils racontaient des histoires autour des feux, décoraient leur corps, sculptaient des figurines complexes et peignaient des images à couper le souffle sur les parois des grottes. Ils prenaient soin de leurs aînés et de leurs handicapés, comme le prouvent les squelettes de la grotte de Shanidar. Ils enterraient leurs morts avec des cérémonies et des objets funéraires. Ils avaient une culture complexe et sophistiquée, que nous commençons à peine à comprendre. Mais nous nous avançons. Avant de pouvoir parler des peintures rupestres de Lascaux et des sépultures rituelles, nous devons comprendre les bases. À quoi ressemblait une journée typique? Comment nos ancêtres passaient-ils leur temps alors qu'il n'y avait pas de travail où se rendre, pas de factures à payer, pas de supermarché à visiter, quand la survie signifiait quelque chose d'entièrement différent de ce qu'elle signifie aujourd'hui? La vérité va vous surprendre. Les premiers humains travaillaient probablement moins que vous. Des études sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes, qui offrent notre meilleure fenêtre sur les modes de vie préhistoriques, montrent que les gens ne passaient généralement que 4 à 6 heures par jour à ce que nous appellerions des activités de subsistance. Cueillir de la nourriture, chasser, préparer les repas, entretenir les outils et les abris. C'est tout. Le reste du temps était du temps libre. Socialiser, jouer, créer de l'art, raconter des histoires, simplement être là.
Cela va à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit sur le progrès. Nous imaginons nos ancêtres comme désespérément pauvres en temps et en ressources, alors que nous sommes riches et confortables. Mais en termes de temps libre, le contraire pourrait être vrai. Un humain préhistorique avait probablement plus d'heures de loisirs en une semaine que la plupart des gens modernes n'en ont en un mois. Plus nous étudions la vie préhistorique, plus l'image devient complexe et nuancée. Oui, il y avait des dangers. Les blessures étaient courantes et souvent graves. La mortalité infantile était élevée. Les infections que nous traiterions avec des antibiotiques pouvaient être mortelles. L'espérance de vie était plus faible qu'aujourd'hui, mais pas aussi faible qu'on pourrait le penser. Si l'on survivait à l'enfance, on avait de bonnes chances de vivre jusqu'à la cinquantaine ou la soixantaine. Certains individus ont vécu beaucoup plus longtemps, comme le prouve le squelette de la Dame rouge de Paviland, daté d'il y a 33 000 ans. Mais voici ce qui compte vraiment. Au cours de ces années, les gens vivaient des vies pleines. Ils riaient, aimaient, pleuraient, créaient, luttaient, célébraient. Ils n'étaient pas seulement des machines biologiques optimisées pour la survie. Ils étaient humains dans tous les sens où nous comprenons ce mot. Ils avaient les mêmes besoins fondamentaux que nous, de la nourriture et un abri, oui, mais aussi des liens, du sens, de la beauté, du jeu. Alors, passons une journée ensemble. Pas une journée dramatique avec une chasse au mammouth ou une confrontation avec un groupe rival, bien que cela arrivait aussi. Juste une journée ordinaire. Une journée ordinaire il y a 40 000 ans, lorsqu'un premier humain s'est réveillé à l'aube et a vécu sa vie de manière à la fois totalement étrangère et étrangement familière à la façon dont nous vivons la nôtre. Parce que comprendre comment nos ancêtres passaient réellement leur temps ne nous apprend pas seulement sur le passé, cela soulève des questions inconfortables sur le présent, sur la façon dont nous vivons maintenant, sur ce que nous avons gagné avec la civilisation et ce que nous avons pu perdre, sur la question de savoir si le progrès signifie toujours ce que nous pensons qu'il signifie. Commençons par le début, par ce moment où la lumière grise filtre dans l'abri sous roche et où une autre journée préhistorique commence. On ne se réveille pas au son d'une alarme. Il n'y a pas d'alarme. Il n'y a pas de concept de retard, pas d'horaire à respecter, pas de patron qui attend. Au lieu de cela, la conscience revient lentement, naturellement, tirée par l'éclaircissement progressif du ciel et l'agitation des corps autour de soi. La première chose que l'on remarque, c'est le froid. Non pas le froid mordant et mortel du cœur de l'hiver, mais ce froid matinal vif qui nous rend réticents à quitter la chaleur de notre lieu de couchage. On est allongé sur un lit d'herbes séchées et de peaux d'animaux, pressé contre les autres membres de sa bande. Non pas par intimité nécessairement, mais simplement par survie. La chaleur corporelle est une ressource trop précieuse pour être gaspillée. La deuxième chose que l'on remarque, c'est l'odeur. De la fumée de bois, toujours de la fumée de bois, mais faible maintenant. Le feu qui brûlait vivement la nuit dernière s'est réduit à des braises. Mélangé à cela, il y a l'odeur des corps non lavés, pas désagréable, juste humaine. L'odeur de la graisse animale fondue du repas d'hier. L'odeur terreuse et minérale de l'abri sous roche lui-même. Si l'on est près de la côte, peut-être l'air salin. Si l'on est à l'intérieur des terres au printemps, l'odeur verte de la nouvelle croissance. Quelqu'un est déjà réveillé, il y a toujours quelqu'un de réveillé. Le sommeil au paléolithique n'était pas comme le sommeil moderne. Les preuves, issues de l'étude des chasseurs-cueilleurs modernes et de la recherche sur le sommeil, montrent que les humains pratiquaient probablement ce que les scientifiques appellent le sommeil biphasique ou polyphasique. On dormait quelques heures après la tombée de la nuit, puis on se réveillait pendant un certain temps au milieu de la nuit. Ce n'était pas de l'insomnie, c'était normal. Pendant cette période d'éveil, les gens parlaient doucement, entretenaient le feu, vérifiaient les enfants, faisaient peut-être l'amour, ou restaient simplement allongés à penser. Cela signifiait qu'à tout moment de la nuit, quelqu'un était généralement éveillé, quelqu'un écoutait les bruits qui n'appartenaient pas. Le pas d'un prédateur, le craquement d'une branche, le hurlement lointain qui signifiait que le danger se déplaçait sur le territoire. La sécurité n'était pas quelque chose que l'on pouvait tenir pour acquis. C'était quelque chose que l'on maintenait heure par heure,
par la vigilance et la coopération. La personne qui est réveillée maintenant nourrit le feu. On peut entendre les bruits doux du mouvement, voir l'éclaircissement soudain, alors que les flammes prennent sur le nouveau combustible. La gestion du feu était peut-être la compétence la plus importante que ce peuple possédait. Le laisser s'éteindre complètement signifiait qu'il faudrait le redémarrer, soit en transportant des braises d'un autre feu, soit en utilisant des méthodes de friction épuisantes. Mieux valait le maintenir en vie, s'assurer que quelqu'un prenait toujours la responsabilité de le nourrir pendant la nuit. Qui faisait ce travail variait. Parfois les personnes âgées qui dormaient plus légèrement, parfois les jeunes adultes, en particulier ceux sans petits-enfants, qui nécessitaient toute l'attention de leurs parents. Parfois, cela tournait, une entente informelle que chacun contribuait à la survie de l'ensemble. Alors que le feu prend de l'ampleur, d'autres personnes commencent à s'agiter, les enfants d'abord. Généralement, les enfants se réveillent prêts à bouger, prêts à jouer, comme ils le font maintenant. On entend une petite voix, le bruissement des corps, le doux murmure d'une mère disant à un enfant de rester prêt, de rester au chaud, d'attendre le soleil. Mais les enfants sont terribles pour attendre. En quelques minutes, quelques-uns des plus âgés sont debout, s'étirant, se déplaçant vers le feu, leur souffle visible dans l'air froid. Les adultes se réveillent plus lentement. Il n'y a pas d'urgence. Il est important de comprendre cela. Tout le concept de se presser est une invention moderne. La journée est régie par la lumière, la faim, le temps, les saisons. Le soleil commence à peine à peindre le ciel oriental de nuances de gris et de rose. Il y a des heures avant que l'on ait besoin de faire quoi que ce soit de particulier. En ce moment, le plus important est de passer du sommeil à l'éveil d'une manière qui ne gaspille pas les précieuses calories nécessaires pour la journée. Alors, les gens s'étirent lentement, méthodiquement, chassant la raideur qui vient de dormir par terre. Ils bâillent, se grattent, s'occupent des fonctions corporelles de base. Si l'on est dans un abri sous roche ou une grotte, il y a probablement une zone désignée pour les déchets, assez loin pour éviter la contamination, mais assez près pour être en sécurité. Si l'on est dans un camp temporaire, les gens marchent simplement à une courte distance dans la végétation environnante. Quelqu'un, probablement l'un des membres les plus expérimentés du groupe, sort de la zone de couchage immédiate pour vérifier les environs. Pas paranoïaque, juste prudent. Qu'est-ce qui a changé pendant la nuit? Y a-t-il des traces près du camp qui n'étaient pas là hier? Que fait le temps? Cette formation nuageuse à l'ouest promet-elle de la pluie ou passe-t-elle simplement? Le vent change-t-il, apportant des odeurs différentes, des informations différentes sur ce qui se passe dans le monde? Cette évaluation matinale est cruciale. Les humains du Paléolithique étaient des lecteurs de signes d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Ils pouvaient dire, d'après le comportement des oiseaux, si un prédateur était à proximité. Ils pouvaient lire les schémas météorologiques des jours à l'avance en regardant les nuages, en sentant l'humidité, en remarquant comment différentes plantes réagissaient aux changements atmosphériques. Ils pouvaient identifier des animaux individuels par leurs traces et dire depuis combien de temps ils étaient passés, s'ils étaient en bonne santé ou blessés, seuls ou faisant partie d'un troupeau. Toutes ces informations sont traitées et surtout partagées. Alors que de plus en plus de gens se réveillent et se rassemblent autour du feu grandissant, la conversation commence, calme d'abord, puis s'intensifiant. Les rêves pouvaient être discutés. L'esprit du Paléolithique ne traçait probablement pas de frontière nette entre la réalité du rêve et celle de l'éveil. Un rêve vif pouvait être interprété comme un message, un avertissement, une visite des ancêtres, digne d'être discuté. Des plans commencent à se former, mais de manière lâche. Le groupe a besoin de nourriture, mais c'est toujours vrai. La question est de savoir quel type de nourriture et où la trouver. Quelqu'un a peut-être remarqué hier que certains buissons de baies étaient presque mûrs. Quelqu'un d'autre a peut-être vu des signes d'un grand animal se déplaçant dans une vallée particulière. Une troisième personne pourrait suggérer de vérifier les lieux de pêche. Aucune de ces suggestions n'est un ordre. Personne n'est en charge au sens où nous pensons au leadership. Au lieu de cela, les décisions émergent de la discussion,
du consensus, des individus choisissant de suivre ceux qui ont une expertise pertinente. Mais c'est encore à venir. Pour l'instant, dans ces premiers moments du matin, l'activité principale est simplement d'être ensemble. La bande, la famille élargie, l'unité de survie, se rassemblent après la dissolution de la nuit. Tout le monde a survécu à une autre période de vulnérabilité. Tout le monde est là, présent, prêt pour une autre journée. Il y a du réconfort là-dedans. Il y a la sécurité du nombre, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, quelque chose qui explique pourquoi les humains sont si fondamentalement sociaux. Nous avons littéralement évolué pour avoir besoin les uns des autres. Ceux qui se sentaient contents en groupe, qui tiraient du réconfort de la proximité des leurs, qui aimaient la coopération, ce sont ceux qui ont survécu au goulot d'étranglement évolutif. Leurs descendants, nous, portons des gènes qui font que l'isolement semble mauvais et que la communauté semble nécessaire. Les enfants jouent maintenant, leur énergie contagieuse. Ils ne jouent à rien de structuré, rien avec des règles. Juste courir, se poursuivre, lutter, le jeu physique qui développe la force et la coordination. Les adultes regardent d'un œil distrait, laissant les enfants être des enfants, mais prêts à intervenir si le jeu devient trop rude ou si quelqu'un s'éloigne trop. Pendant ce temps, des préoccupations pratiques sont abordées. Quelqu'un vérifie les outils d'hier. Cette pointe de lance est-elle encore bien fixée à sa hampe? Ce panier de transport a-t-il développé des points faibles qui nécessitent une réparation? Y a-t-il assez de cordage pour les besoins d'aujourd'hui? Ces tâches ne sont pas des corvées au sens moderne, elles font simplement partie de la vie. Et tout cela se passe sans aucune pression de temps. Le soleil est plus haut maintenant. Le froid matinal commence à s'estomper. On est réveillé depuis peut-être 1 heure, bien qu'on n'ait aucun moyen de le mesurer et aucune raison de s'en soucier. L'estomac commence à rappeler qu'il est vide. D'autres personnes ressentent probablement la même chose. Bientôt, l'attention se tournera vers la nourriture. Mais pas encore. Pour l'instant, on est au chaud, en sécurité, entouré de gens qui nous connaissent et se soucient de notre survie, car notre survie augmente leurs propres chances. C'est se réveiller au paléolithique. Pas de sursaut brutal dans la conscience, pas de course pour se préparer. Juste la lente transition communautaire du sommeil à l'activité, guidée par la lumière, les corps et les rythmes anciens qui ont régi la vie humaine pendant des centaines de milliers d'années. C'est un schéma si fondamental que nous en portons encore les échos biologiques. Ce désir d'appuyer sur snooze, de se réveiller lentement, d'entrer doucement dans la journée plutôt que de l'attaquer. Ce n'est pas de la paresse, c'est notre cerveau paléolithique qui se souvient de comment les matins fonctionnaient. Parlons du petit déjeuner. Sauf que nos ancêtres d'il y a 40 000 ans n'avaient pas de petit déjeuner. Pas au sens où nous l'entendons. Ils n'avaient pas d'heure de repas du tout. Pas vraiment. Ils mangeaient lorsque la nourriture était disponible, lorsque la faim l'exigeait. Cela peut sembler chaotique, mais c'était parfaitement adapté à leur réalité. Imaginez vous réveiller dans cet abri sous roche alors que la première lumière filtre. Votre estomac grogne. Vous avez faim, alors vous mangez. Aussi simple que ça. Ce que vous mangez dépend entièrement de ce qui est disponible. Peut-être qu'il reste de la viande d'il y a 2 jours. Elle a été suspendue au fond frais de l'abri, enveloppée dans la peau du cerf. L'air frais de l'automne l'a empêchée de se gâter, bien qu'elle commence à développer cette odeur légèrement giboyeuse. Cela signifie qu'il faut probablement la finir aujourd'hui. On en arrache une lanière et on la mâche lentement. C'est dur, ça demande un vrai travail de mâchoire, mais ce sont des protéines et des graisses, exactement ce dont le corps a besoin. Les dents sont fortes, les muscles de la mâchoire puissants. L'analyse dentaire des crânes du Paléolithique montre des schémas d'usure remarquables, preuve d'une vie passée à traiter des aliments durs. Mais ces mêmes dents montrent autre chose. Des résidus de plantes microscopiques, des grains d'amidon de racines et de tubercules, des phytolithes de graines et de noix. Nos ancêtres ne mangeaient pas que de la viande, ils mangeaient de tout. À côté de la viande, il y a un bol en bois, en fait, juste un morceau d'écorce plié et scellé avec de la résine de pin, rempli de noisettes cueillies il y a 3 jours.
On en casse quelques-unes entre ses molaires, une technique transmise de génération en génération. Les enfants regardent les adultes faire cela dès leur plus jeune âge. À côté des noix, il y a une poche en cuir contenant des baies séchées, des mûres cueillies pendant l'abondance de la fin de l'été et séchées au soleil. Elles sont ridées maintenant, d'une douceur concentrée, et on en mange une poignée. Le sucre frappe immédiatement le système, fournissant une énergie rapide. Mais le vrai trésor est le panier de racines près du feu. Quelqu'un, probablement l'une des femmes plus âgées avec des décennies de connaissance des plantes, les a déterrées hier au bord de la rivière. Ce sont des racines de massettes, riches en amidon et nutritives, mais pratiquement immangeables crues. Elles ont donc été placées près du feu, juste assez près pour que la chaleur décompose lentement les fibres dures. C'est de la cuisine, mais pas comme nous la connaissons. Pas de recette, pas de température précise, pas de minuterie, juste une connaissance accumulée sur des milliers de générations. Les racines ont été là toute la nuit, rôtissant lentement dans la chaleur résiduelle du feu. Au matin, elles sont assez tendres pour être mangées, assez sucrées pour être appréciées. On en sort une en faisant attention de ne pas se brûler. Elle est chaude mais gérable. On épluche la couche extérieure et on mord dans la chair. Ce n'est pas délicieux selon les normes modernes, mais c'est nourrissant et, plus important encore, c'est sûr. Crues, ces racines contiennent des toxines. Cuites, elles sont parfaitement comestibles. Cette transformation, transformer des plantes immangeables en nourriture par le feu, est peut-être l'une des percées technologiques les plus importantes de l'histoire humaine. Elle a effectivement doublé ou triplé le nombre d'espèces végétales que nos ancêtres pouvaient manger. Des tubercules toxiques crus sont devenus des aliments de base une fois rôtis. Des graines qui passaient sans être digérées sont devenues une nutrition précieuse une fois broyées et chauffées. Les preuves de cette incroyable diversité alimentaire proviennent de multiples sources. Des coprolites, des excréments fossilisés, ont été trouvés sur des sites archéologiques à travers l'Europe et l'Afrique. Lorsque les scientifiques les analysent, ils trouvent une variété étonnante de restes de plantes, des graines de dizaines d'espèces différentes, du pollen de fleurs, des fragments de feuilles, de racines et d'écorces. Certains coprolites montrent des preuves d'insectes, sauterelles, larves de coléoptères, termites. Cela peut sembler peu appétissant, mais ce sont d'excellentes sources de protéines et de graisses. De nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs contemporaines considèrent les insectes comme des mets délicats, et il n'y a aucune raison de penser que nos ancêtres ressentaient différemment. Le tartre dentaire, la plaque durcie qui s'accumule sur les dents, raconte une histoire similaire. Lorsque les archéologues le grattent sur les crânes du Paléolithique, ils trouvent des amidons de plantes de tout le spectre, céréales sauvages, légumes racines, noix, baies, et même des fibres végétales qui étaient probablement mâchées pour en extraire l'humidité ou les ramollir. Ce qui ressort de toutes ces preuves est une image d'une incroyable flexibilité alimentaire. Nos ancêtres n'étaient pas spécialisés. Ils étaient des opportunistes, capables d'exploiter pratiquement n'importe quelle source de nourriture dans leur environnement. Les groupes côtiers mangeaient du poisson, des coquillages, des algues, des oiseaux de mer et des mammifères marins. Les habitants des forêts intérieures mangeaient du cerf, du sanglier, des noix, des baies, des racines et des champignons. Les groupes vivant près des rivières mangeaient du poisson, de la sauvagine, des plantes aquatiques et les animaux terrestres qui venaient boire. Cette flexibilité était cruciale pour la survie. Les environnements changent, les saisons se déplacent. Un groupe qui ne pouvait manger qu'un ou deux types d'aliments mourrait de faim. Mais un groupe qui pouvait en manger 50, il trouverait toujours quelque chose. Alors qu'on mange son repas du matin, d'autres font de même. La jeune mère partage des noix avec son tout-petit, lui montrant comment les casser. Il n'est pas très doué, mais il apprend. La vieille femme prépare quelque chose de plus complexe. Elle a pris de la viande restante et la pile entre deux pierres, la mélangeant avec de la graisse fondue et des baies séchées. Elle fait du pemmican. C'est de la nourriture qui dure, une nutrition concentrée qui peut être transportée lors de longs voyages ou stockée pour les temps difficiles. C'est une connaissance technique et précise. Le rapport viande-graisse-baie doit être juste, sinon ça se gâte. Le pilonnage doit être minutieux, sinon ça ne tient pas ensemble. Elle a appris cela de sa mère,
qu'il a appris de la sienne, une chaîne de transmission de connaissances qui remonte à des milliers de générations. Personne ne mange seul. Cela n'arrive presque jamais. La nourriture est sociale, partagée, distribuée selon des règles complexes que tout le monde comprend implicitement. Le chasseur qui a fait la prise hier ne mange pas plus que les autres. En fait, il mange peut-être moins, car c'est ainsi que le système fonctionne. Tuer un animal, le partager avec le groupe, et quand quelqu'un d'autre fait une prise, il partagera avec vous. C'est une assurance, une mutualisation des risques, le ciment social qui maintient le groupe uni. Les enfants courent partout, volant des bouchées à différents adultes, se faisant repousser en jouant ou se voyant presser de la nourriture dans les mains. Personne n'est avare avec les enfants, il y en a toujours assez. Ou s'il n'y en a pas, les adultes mangent moins pour s'assurer que les jeunes sont nourris. Le repas n'est pas formel. Les gens mangent debout, assis, en se promenant, en vérifiant des outils, en parlant, en riant. Mais il remplit des fonctions sociales cruciales. Tout le monde est ensemble, renforçant les liens, partageant des informations, faisant des plans pour la journée. Qui va cueillir des plantes aujourd'hui? Qui va chasser? Qui reste pour travailler cette peau de cerf? Ces décisions se produisent de manière organique, émergeant du consensus plutôt que du commandement. Quelqu'un mentionne que les noisetiers près du bosquet nord devraient bien produire en ce moment. Plusieurs femmes et enfants plus âgés se portent volontaires pour vérifier. Quelqu'un d'autre note qu'il y avait des traces de cerf près de la rivière hier. Les chasseurs échangent des regards, hochent la tête, commencent à se préparer mentalement. La préparation des aliments se poursuit tout au long de cette conversation. Les mains sont toujours occupées. Quelqu'un broie des graines entre des pierres. Quelqu'un d'autre trie des herbes séchées. Un adolescent apprend à utiliser un éclat de silex tranchant pour couper de fines lanières de viande. Ces compétences sont cruciales et elles s'apprennent entièrement par l'observation et la pratique. Pas de recette écrite, pas d'instruction formelle. Les enfants regardent les adultes, essaient d'imiter, se font corriger, essaient à nouveau. Au moment où ils sont eux-mêmes des adultes, ils possèdent une connaissance encyclopédique de la nourriture. Cette base de connaissances est stupéfiante. Des études ethnographiques sur les chasseurs-cueilleurs modernes montrent qu'ils connaissent généralement des informations détaillées sur 200 à 300 espèces de plantes. Ils savent quelles parties sont comestibles, lesquelles nécessitent une transformation, lesquelles sont médicinales, lesquelles sont toxiques. Nos ancêtres possédaient presque certainement des connaissances similaires. Ils le devaient. Leur survie en dépendait. Mangez le mauvais champignon et vous êtes mort. Ne pas préparer correctement certaines racines et vous passez les 3 prochains jours avec des crampes débilitantes. Ce n'est pas une connaissance désinvolte, c'est une information de vie ou de mort soigneusement préservée et transmise à travers les générations. Alors que le repas du matin se termine, le feu est nourri de quelques bâtons supplémentaires. Les braises ne s'éteignent jamais complètement si quelqu'un y prête attention. Le feu est trop précieux, trop difficile à faire à partir de rien. Mieux vaut le maintenir en vie. Quelqu'un est toujours responsable de l'entretien du feu. Le repas n'était pas élaboré, mais il était adéquat. Tout le monde a mangé quelque chose, les ventres sont raisonnablement pleins. Les niveaux d'énergie sont suffisants pour tout ce que la journée apportera. Et c'est vraiment tout ce qui compte. Nos ancêtres n'étaient pas des gourmets, mais ils comprenaient la nutrition d'une manière profonde et intuitive. Ils savaient que la variété comptait, que différents aliments offraient différents avantages. Ils mangeaient pour vivre, mais ils vivaient aussi pour manger. La nourriture était un plaisir, même lorsqu'elle était simple. La satisfaction de casser une noix parfaitement, la douceur des baies mûres, la richesse grasse de la moelle osseuse rôtie sur le feu. Ce n'était pas seulement des calories, c'était des expériences, des moments partagés, des liens avec le paysage et les uns avec les autres. Et maintenant, avec le matin bien avancé et les estomacs remplis, il est temps de se mettre au travail. Les vraies activités de la journée sont sur le point de commencer. Voici ce que personne ne vous dit sur la vie préhistorique. La chasse à toute la gloire, les confrontations dramatiques avec les mammouths, les abattages coordonnés de cerfs,
les face-à-face dangereux avec les prédateurs. C'est ce qui captive notre imagination, ce qui finit dans les musées et les documentaires. Mais voici la vérité qui aurait été évidente pour quiconque vivait il y a 40 000 ans. La chasse était l'exception, la cueillette était la règle. Un jour donné, entre 60 et 80% de vos calories venaient de plantes, racines, tubercules, noix, graines, baies, feuilles, fleurs. Le pourcentage variait selon la saison et le lieu. Les groupes vivant près des côtes pouvaient obtenir plus de protéines des coquillages. Les communautés des régions du Nord pouvaient dépendre plus fortement de la viande pendant les longs hivers. Mais pour la plupart des populations humaines, la plupart du temps, les plantes étaient ce qui vous maintenait en vie. Ce n'était pas parce que nos ancêtres aimaient particulièrement les légumes, c'était de simples mathématiques évolutionnaires. Une chasse réussie pouvait fournir assez de viande pour nourrir votre bande pendant plusieurs jours, mais les chasses échouaient plus souvent qu'elles ne réussissaient. Les animaux sont rapides, imprévisibles et dangereux. Ils nécessitent des heures de pistage, une coordination minutieuse et une chance considérable. Les plantes, quant à elles, restent en place. Elles sont exactement là où vous les avez laissées la saison dernière, poussant selon des schémas prévisibles. Alors, pendant que les chasseurs étaient là-bas à espérer la gloire, la majorité de votre bande était engagée dans le vrai travail de survie, parcourant le paysage avec des yeux exercés, lisant des signes invisibles pour les non-initiés, collectant les aliments qui finiraient réellement dans le repas du soir. Maintenant, c'est là qu'il faut se méfier des suppositions. Pendant des décennies, les anthropologues ont raconté une histoire bien nette sur les rôles de genre préhistoriques. Les hommes chassaient, les femmes cueillaient. C'était présenté comme naturel, inévitable, peut-être même biologiquement déterminé. Mais les preuves racontent une histoire plus compliquée. Oui, dans de nombreuses sociétés préhistoriques, les femmes et les enfants plus âgés faisaient la plupart de la cueillette, tandis que les hommes se spécialisaient dans la chasse. Mais pas toutes les sociétés. Des preuves archéologiques de divers sites montrent des femmes enterrées avec des armes de chasse. L'analyse isotopique d'anciens os révèle que certaines femmes avaient un régime aussi riche en viande que n'importe quel chasseur masculin. Certains groupes pratiquaient la chasse communautaire où tout le monde participait. D'autres avaient des cueilleurs spécialisés des deux sexes qui passaient leur vie entière à perfectionner leur connaissance des plantes. La vérité est probablement la suivante. Les sociétés préhistoriques étaient pragmatiques. Elles organisaient le travail de manière logique pour leurs circonstances spécifiques. Dans certains groupes, les femmes enceintes ou allaitantes se concentraient peut-être davantage sur la cueillette, car c'était compatible avec le port des nourrissons. Dans d'autres, les femmes post-ménopausées pouvaient devenir les membres les plus précieux de la communauté précisément parce qu'elles pouvaient chasser sans les contraintes de la procréation. Le point clé est le suivant. N'imaginez pas la cueillette comme quelque chose de moins important ou prestigieux que la chasse. C'était une connaissance spécialisée. Cela nécessitait des années de formation, et cela maintenait tout le monde en vie. Alors, imaginez-vous lors de cette expédition de cueillette. C'est le milieu de la matinée maintenant. Le soleil est levé depuis quelques heures. Vous partez avec 3 autres personnes, la sœur de votre mère, qui connaît mieux que quiconque les emplacements des plantes, un jeune cousin, peut-être âgé de 11 ans, qui apprend les racines et les connaissances, et votre propre enfant de 3 ans, attaché à votre dos dans une écharpe en peau de cerf soigneusement assouplie. Vous ne vous promenez pas au hasard. Vous suivez une carte mentale qui s'est construite au fil des années d'observation. Le bosquet de chênes à 3 miles au nord devrait avoir des glands prêts à être récoltés. La parcelle d'oignons sauvages près du ruisseau sera dépassée, mais il y a un peuplement de massettes juste au-delà où vous pouvez déterrer les racines riches en amidon. Si vous avez de la chance, vous pourriez trouver une ruche avec du miel, si vous avez vraiment de la chance, des œufs d'oiseaux. La marche elle-même n'est pas une promenade de santé. Vous parcourez entre 5 et 10 miles aujourd'hui, la plupart du temps sur un terrain qui mettrait au défi les randonneurs modernes. Des collines rocheuses, des sous-bois épais, des ruisseaux à traverser. Vous faites tout cela en portant un enfant. Plus les outils de votre métier, un bâton à fouir, durci au feu et usé, plusieurs paniers tissés en fibres végétales, un sac en cuir pour les petites trouvailles, peut-être un couteau en silex glissé dans une ceinture.
Mais voici ce qui rend la cueillette si différente de la chasse. Ce n'est pas une question d'adrénaline ou de drame, c'est une question d'attention. Vous lisez le paysage comme un livre, remarquant des détails qui seraient invisibles pour les étrangers. La légère décoloration du sol qui indique des tubercules sauvages. Le schéma de traces d'animaux qui suggère un arbre fruitier à proximité. L'angle spécifique de la lumière du soleil qui vous dit de quel côté de la colline se trouveront les baies mûres. Votre tante s'arrête à ce qui ressemble à une parcelle de terrain banal. Mais elle voit quelque chose que vous apprenez encore à reconnaître. Un type particulier d'herbe qui pousse toujours près de racines comestibles. Elle enfonce son bâton à fouir dans la terre, sondant avec précaution. À 3 pouces de profondeur, elle heurte quelque chose de solide. Elle travaille le bâton autour, ameublissant le sol, puis plonge les mains et sort un tubercule de la taille de votre poing. Il est pâle, noueux, complètement peu appétissant à regarder. Mais vous savez par expérience que lorsqu'il sera rôti dans les braises du feu de ce soir, il sera doux et nourrissant. Elle vous le tend, vous le placez soigneusement dans votre panier. Elle creuse à nouveau, un autre tubercule, et un autre. Cet endroit est riche. En 10 minutes, vous avez collecté assez de tubercules pour nourrir tout le monde ce soir, peut-être avec des restes pour demain. Mais vous n'avez pas fini. Votre tante connaît ces plantes par cœur. Plus important encore, elle connaît leurs histoires. Les histoires sont la façon dont vous vous souvenez des connaissances. Elle raconte à votre jeune cousin l'histoire de sa grand-mère qui est tombée très malade en mangeant une racine qui ressemblait presque exactement à celle-ci, mais qui avait des feuilles légèrement différentes. Elle souligne la distinction. 3 nervures dans la feuille au lieu de 5. Cette minuscule différence signifie que l'autre plante vous tuerait, arrêtant votre respiration en quelques heures. C'est de l'éducation, mais ce n'est rien de tel que d'être assis dans une salle de classe. C'est une connaissance de survie transmise par des histoires, démontrée avec de vraies plantes, renforcée par des années d'observation. Votre cousin apprendra des centaines de ces leçons. Au moment où elle aura votre âge, elle connaîtra peut-être 300 espèces de plantes différentes. Elle saura lesquelles sont comestibles, lesquelles sont médicinales et lesquelles tueront. Elle saura quand récolter chacune, comment la préparer et à quoi elle sert. Les botanistes modernes passent des années à l'université à apprendre à identifier les plantes. Vos ancêtres l'ont appris par nécessité, dès leur plus jeune âge, parce que se tromper pouvait signifier la mort. Le groupe continue. Vous traversez un ruisseau peu profond, l'eau froide vous choquant les jambes. Sur la rive opposée, votre tante repère quelque chose qui la fait sourire. Des champignons poussant sur une bûche tombée. Elle s'approche avec précaution, les examine sous plusieurs angles, les sent même. Les champignons sont délicats, certains sont nutritifs, d'autres provoquent de violentes maladies. Quelques-uns vous tueront. Elle en cueille 3, laisse le reste. Elle est certaine de ceci, mais la prudence est toujours de mise. Les heures passent à ce rythme. Marchez, observez, collectez. Le bébé sur votre dos s'est endormi, bercé par le doux mouvement. Vos paniers s'alourdissent. Des raisins sauvages, encore un peu acides mais comestibles. Des graines d'une herbe que vous moudrez en farine, de l'écorce d'un arbre spécifique qui, une fois bouillie, fait un thé qui réduit la fièvre. Votre tante collecte cette dernière avec soin, ne prenant jamais assez pour endommager l'arbre. Elle a appris il y a longtemps qu'il faut penser à la saison suivante, à l'année suivante. C'est de la récolte durable. Bien que vos ancêtres n'aient pas de mots pour cela, ils savaient simplement que si vous dépouilliez une plante, elle ne serait pas là la prochaine fois. Les groupes qui ont appris cette leçon ont survécu. En début d'après-midi, vous êtes à des kilomètres du camp. Vos jambes sont fatiguées, vos épaules vous font mal. Mais il y a quelque chose de presque méditatif dans ce travail. Pas de précipitation, pas de pression. Juste le rythme régulier de la marche et de la cueillette, la chaleur du soleil, le son des oiseaux. Vous êtes complètement présent, chaque sens est engagé. Vous écoutez le bruissement des animaux, surveillez le scintillement de l'eau, sentez l'air à la recherche de fumée. Votre jeune cousin pose une question. Elle a repéré une plante avec des baies rouges vifs et veut savoir si elles sont comestibles. Votre tante ne se contente pas de répondre, elle marche, examine la plante et se lance dans une autre histoire.
Comment sa mère a trouvé ses baies une fois pendant un hiver rigoureux. Comment elles ont soutenu la bande pendant 3 jours de blizzard. Comment il faut faire attention, car les oiseaux peuvent les manger sans danger, mais les humains doivent les cuire d'abord. Le transfert de connaissances continue. Chaque plante est une leçon. Chaque lieu est un souvenir. Ce paysage n'est pas seulement un territoire pour votre peuple. C'est une bibliothèque. Chaque arbre, chaque pierre, chaque ruisseau porte des informations accumulées sur des générations. Vos ancêtres n'écrivaient rien, mais ils étaient loin d'être ignorants. Ils étaient des dépositaires de connaissances écologiques sophistiquées, qui rivalisaient avec tout ce qu'un scientifique moderne pourrait compiler. Finalement, en fin d'après-midi, le groupe rebrousse chemin. Vos paniers sont pleins maintenant, lourds de nourriture qui nourrira toute votre bande ce soir. Vous avez marché peut-être 8 miles au total. Vos pieds vous font mal, votre dos vous fait mal. Le bébé s'est réveillé et s'agite. Mais vous êtes satisfait. C'est du bon travail, un travail important, le genre de travail qui maintient tout le monde en vie. Quand vous rentrerez au camp, il n'y aura pas de fanfare. Personne ne célébrera votre retour comme il célèbre une chasse réussie. Mais tout le monde connaît la réalité. Les chasseurs pourraient rentrer les mains vides ce soir. Ils le font souvent. Mais vous avez apporté de la nourriture fiable, nutritive, vitale. Et demain, vous sortirez et le ferez à nouveau. C'est le rythme qui a soutenu l'humanité pendant des centaines de milliers d'années. Non pas les moments dramatiques, mais le travail régulier, patient et savant de la cueillette. Vos ancêtres lisaient le paysage d'une manière que nous avons presque complètement oubliée. Ils prêtaient attention à la nature, avec une intensité que la plupart des humains modernes ne connaissent jamais. Et ils le faisaient non pas comme un passe-temps ou une pratique spirituelle, mais comme le travail fondamental de la survie. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Votre ancêtre ne chassait probablement pas aujourd'hui, ni hier, peut-être même pas cette semaine. Nous avons cette image de la vie préhistorique comme une lutte constante, des humains se réveillant chaque matin et partant immédiatement chasser des mammouths. Hollywood adore ce récit. L'homme contre la bête, des combats à mort quotidiens pour la survie. Mais la réalité était bien plus intéressante et bien plus stratégique. La chasse pour les premiers humains n'était pas une corvée quotidienne. C'était un événement occasionnel à haut risque qui nécessitait une planification immense, de la patience et, le plus souvent, se soldait par un échec. Une chasse réussie pouvait avoir lieu tous les quelques jours si vous aviez de la chance, toutes les quelques semaines si vous n'en aviez pas. Le reste du temps, vous vous prépariez, planifiez, pistiez et, surtout, comptiez sur la cueillette pour remplir votre estomac. Mais quand la chasse avait lieu, c'était extraordinaire. Disons qu'aujourd'hui est un de ces jours. Les signes s'accumulent depuis un certain temps. Hier, des éclaireurs ont repéré des traces fraîches d'un petit troupeau d'antilopes se déplaçant dans une vallée à environ 5 miles du camp. Les animaux se dirigent vers une source d'eau saisonnière, suivant des schémas que votre peuple a observés pendant des générations. Le moment est venu. Le temps est clair. Et surtout, plusieurs chasseurs expérimentés sont disponibles et en assez bonne santé pour tenter le coup. C'est ainsi que cela commence, non pas par une impulsion soudaine, mais par une délibération minutieuse. Le groupe se rassemble au petit matin, 6 hommes et 2 femmes, tous des pisteurs et des chasseurs éprouvés. Ils discutent du plan en utilisant une combinaison de langage parlé et de signaux manuels. Qui prendra quelle position? Où les animaux iront-ils probablement? Quelles sont les options de repli si les choses ne se passent pas comme prévu? Ils portent des lances, chacune un chef-d'œuvre d'ingénierie préhistorique qui a pris des jours à créer. La hampe en bois soigneusement redressée sur le feu et séchée pendant des mois. La pointe en pierre, taillée dans du silex de haute qualité, émanchée avec de la résine végétale et du tendon. Certains chasseurs portent aussi des atlatels, des propulseurs de sagaie qui utilisent un effet de levier pour tripler la vitesse et la distance d'une lance lancée. Cette technologie est relativement nouvelle, peut-être seulement quelques milliers d'années dans votre région, mais elle révolutionne la chasse. Le groupe part, et immédiatement, vous remarquez quelque chose. Il ne se précipite pas.
Il n'y a pas de poursuite effrénée. Au lieu de cela, ils marchent à un rythme régulier et durable, lisant le paysage au fur et à mesure. C'est là que la chasse devient une science. Un des pisteurs s'agenouille à côté d'une dépression dans le sol sablonneux. Il l'étudie plusieurs longs moments, puis fait signe aux autres. La trace est fraîche, probablement de ce matin. La profondeur et la clarté lui disent que l'animal se déplaçait au pas alarmé. L'espacement entre les traces indique que c'est un jeune adulte, en bonne santé, de bonne taille. Il peut dire tout cela à partir d'une seule empreinte de sabot. Ce n'est pas de la magie, c'est de la reconnaissance de formes affinées par une vie d'observation. Votre peuple piste les animaux depuis l'enfance, apprenant à lire le paysage comme vous liriez un livre. Chaque brindille cassée, chaque caillou dérangé, chaque égratignure sur une paroi rocheuse raconte une partie de l'histoire. Le groupe suit la piste pendant des heures. Pas de précipitation, juste une marche régulière, s'arrêtant périodiquement pour vérifier les signes et ajuster leur stratégie. C'est la partie de la chasse qui n'est jamais racontée dans les récits dramatiques. La longue traque patiente, qui nécessite plus d'endurance mentale que de force physique. Vers midi, ils repèrent le troupeau. 8 antilopes paissant dans une vallée peu profonde près d'un point d'eau. Vient maintenant le point de décision critique. Tente-t-il une embuscade, essayant de s'approcher assez près pour être à portée de lance, ou utilise-t-il la technique que les humains, seuls parmi tous les prédateurs, ont perfectionnée? Ils choisissent la chasse à l'épuisement. Voici ce qui rend les humains des prédateurs terrifiants. Nous ne pouvons distancer presque aucun animal dans un sprint. Une antilope en bonne santé peut atteindre 50 miles par heure. Un humain atteint un maximum d'environ 15. Mais nous avons quelque chose qu'aucun autre animal n'a. Nous pouvons courir pendant des heures dans la chaleur de la journée sans surchauffer, grâce à nos corps presque glabres et à notre incroyable capacité à transpirer. La plupart des animaux, couverts de fourrure et dépourvus de système de refroidissement efficace, doivent s'arrêter et se reposer après un effort intense, sinon ils cuiraient littéralement de l'intérieur. Les chasseurs se déploient et commencent à trotter vers le troupeau. Pas un sprint, juste un trot régulier et durable. Les antilopes les repèrent immédiatement et s'enfuient. Elles ont disparu en quelques secondes, disparaissant derrière une crête. Mais les humains ne s'arrêtent pas. Ils suivent les traces à ce même rythme régulier, lisant les signes. Maintenant la pression. 1 heure passe, 2 heures. Le soleil est brutal maintenant. Le genre de chaleur qui laisserait la plupart des prédateurs sur le carreau. Mais les humains continuent de bouger, leur corps conçu pour exactement ce type d'endurance. Ils transpirent abondamment, oui, mais c'est le but. Chaque goutte d'humidité s'évaporant de leur peau emporte la chaleur qui, autrement, s'accumulerait et arrêterait leurs muscles. Ils retrouvent le troupeau. Les antilopes courent, mais elles montrent maintenant des signes de stress. Leur langue pend, elles halètent lourdement. Elles ne peuvent pas se refroidir assez vite. La poursuite continue, 3 heures, 4. Les pisteurs se relaient en tête, permettant aux individus de reculer et de récupérer légèrement, tandis que d'autres maintiennent la pression. C'est de la chasse coopérative à son meilleur. Aucun humain seul ne pourrait faire cela. Mais un groupe coordonné, communiquant constamment, partageant l'effort, peut accomplir ce qui semble impossible. Finalement, après près de 5 heures, il se rapproche d'une seule antilope qui s'est séparée du troupeau. L'animal trébuche maintenant, son système de refroidissement dépassé, ses muscles commençant à lâcher à cause de la chaleur et de l'épuisement. Un chasseur s'approche assez près pour lancer une lance. L'arme vole droit, frappant derrière l'épaule, et quelques instants plus tard, c'est fini. Les chasseurs se tiennent autour de l'animal tombé, ne célébrant pas encore. Vient d'abord le travail pratique. L'un d'eux fait une coupe rapide et précise et offre une prière ou une reconnaissance. Nous ne pouvons pas connaître les mots ou les gestes exacts, mais des preuves de plusieurs sites préhistoriques suggèrent que les premiers humains accomplissaient une sorte de rituel autour des prises réussies, un respect pour l'animal qui a donné sa vie. Puis vient le dépeçage, qui est en soi une opération technique sophistiquée. Ces chasseurs connaissent mieux l'anatomie animale que la plupart des chirurgiens modernes ne connaissent l'anatomie humaine. Chaque groupe musculaire, chaque organe,
chaque pièce utile. Ils travaillent rapidement et efficacement. La peau est enlevée en un seul morceau, précieuse pour les vêtements et les abris. Les meilleurs morceaux de viande sont séparés pour une consommation immédiate et pour être ramenés au camp. Les organes qui se gâtent rapidement sont préparés pour être mangés sur place. Rien n'est gaspillé. Même les os seront finalement cassés pour leur moelle, l'un des aliments les plus riches en nutriments disponibles. Mais voici le problème. Ils sont à 5 miles du camp et ils viennent de produire plusieurs centaines de livres de viande et de matériaux. Ils ne peuvent pas tout transporter en un seul voyage. Et laisser de la viande sans surveillance signifie que les lions, les hyènes et les vautours la réclameront en quelques heures. C'est là que la dimension sociale de la chasse devient cruciale. 2 coureurs retournent au camp à toute vitesse pour chercher des renforts. Les autres restent avec la prise, faisant un feu pour éloigner les charognards et commençant le processus de fumage d'une partie de la viande pour la conservation. En quelques heures, d'autres personnes arrivent du camp. Des aînés, des enfants assez grands pour aider à porter, des mères allaitantes qui ont laissé leurs nourrissons avec des parents. Tout le monde participe à la récolte. Le retour au camp est une célébration. Les chasses réussies sont assez rares pour être des événements sociaux. Il y aura un festin ce soir, des histoires racontées autour du feu, probablement de la danse et de la musique. Les chasseurs raconteront la poursuite en détail. Et en la racontant, elle deviendra une partie de la mémoire collective de la communauté. Une autre histoire pour enseigner aux jeunes la stratégie, la persévérance et la coopération. Mais soyons clairs sur quelque chose. Cela n'arrive pas tous les jours, ni même toutes les semaines. Entre les chasses réussies, il y a des dizaines de tentatives infructueuses, des pistes qui ne mènent nulle part, des animaux qui se révèlent trop rapides, des blessures qui forcent les chasseurs à rebrousser chemin. Et c'est crucial pour comprendre la vie préhistorique. La chasse était importante, absolument. Elle fournissait des protéines et des graisses concentrées que la cueillette seule ne pouvait égaler. Les liens sociaux formés lors des chasses coopératives aidaient à cimenter la cohésion du groupe. Les compétences requises ont poussé le développement de l'intelligence et de la communication humaine. Mais la chasse n'a jamais été la principale source de calories pour la plupart des groupes préhistoriques. Cet honneur revenait à la cueillette, qui avait lieu tous les jours, fournissait la majorité de la nutrition et ne nécessitait pas de risquer sa vie. La chasse était la gloire occasionnelle, le pari à haut risque qui payait parfois de façon spectaculaire. Ce qui a rendu les premiers humains performants, ce n'est pas qu'ils étaient les meilleurs chasseurs, c'est qu'ils étaient assez bons en chasse, tout en étant excellents dans tout le reste. La cueillette, la fabrication d'outils, la coopération sociale, ils étaient des généralistes qui pouvaient déployer des compétences spécialisées en cas de besoin. Et la chasse, lorsqu'elle réussissait, n'était qu'un fil dans la tapisserie complexe de la survie préhistorique. Demain, que la chasse d'aujourd'hui ait réussi ou échoué, il y aurait encore des racines à déterrer, des noix à cueillir, des outils à réparer, des enfants à enseigner, et le travail patient et sans fin de rester en vie dans un monde qui était beau, abondant, et parfois disposé à récompenser les malins, les persévérants et les coopératifs. L'antilope a disparu maintenant, transformée en nourriture, en vêtements et en outils. Mais la connaissance de la façon dont elle a été prise, elle, perdure, transmise de cette génération à la suivante, affinée et améliorée à chaque récit, jusqu'à ce qu'elle devienne non seulement une stratégie de survie, mais une culture. À midi, le camp était vivant d'un son qui aurait été instantanément reconnaissable pour n'importe quel artisan à travers l'histoire. Le tapotement rythmique de la pierre sur la pierre, pas fort, pas violent, juste persistant, déterminé. Le son de quelqu'un fabriquant quelque chose qui n'existait pas auparavant. Votre tante était assise sur une pierre plate près du feu central, une pierre à marteler dans une main et un morceau de silex dans l'autre. Toutes les quelques secondes, elle frappait le silex à l'angle précis, envoyant un petit éclat voler. Autour d'elle, une dispersion de pièces rejetées et de tentatives ratées, les débris archéologiques qui seraient encore visibles 40 000 ans plus tard, racontant des histoires à des gens qui auraient appris à lire la pierre. Ce n'était pas un travail occasionnel, c'était de l'entretien quotidien, aussi essentiel que manger ou dormir, car les outils ne duraient pas éternellement.
Cette pointe de lance que vous avez utilisée hier, elle s'est peut-être ébréchée en heurtant un os. Le grattoir que quelqu'un a utilisé pour traiter cette peau la semaine dernière, son bord était émoussé maintenant, presque inutile. Dans un monde sans métal, sans production de masse, sans la possibilité d'acheter simplement des remplacements, vous fabriquiez vos outils ou vous ne surviviez pas. Mais voici ce qui est remarquable. La fabrication d'outils en pierre, ce que les archéologues appellent la taille, n'était pas quelque chose que vous compreniez en un après-midi. C'était une compétence qui prenait des années à maîtriser, nécessitant une compréhension des propriétés de la pierre qui frisait l'intime. Différentes roches se fracturaient de différentes manières. Le silex était prévisible, l'obsidienne tranchante mais fragile, le chert fiable mais plus difficile à travailler. Il fallait savoir où trouver de la bonne pierre, comment la tester, comment reconnaître la qualité avant d'investir des heures de travail. Observez votre tante travailler et vous verriez une expertise qui a pris une vie à acquérir. Elle ne frappait pas simplement des roches au hasard. Elle lisait la pierre, voyant des lignes de fractures potentielles invisibles pour les yeux non entraînés. Chaque coup était calculé. Trop fort, et la pièce se briserait. Trop doux, et rien ne se passerait. L'angle devait être exact, le point d'impact choisi avec précision. C'était de la géométrie et de la physique exécutée entièrement par l'intuition et la mémoire musculaire. Le processus était appelé la technique du nucléus préparé, et il représentait des siècles de connaissances accumulées. Votre tante avait façonné ce morceau de silex au cours de la dernière heure, enlevant soigneusement des éclats pour créer un nucléus avec la forme et l'angle parfaits. Maintenant, elle était prête pour le résultat. Un coup parfait et une longue lame mince se détachaient du nucléus, assez tranchante pour couper la peau ou la viande avec une pression minimale. Elle l'examinait d'un œil critique, passant son pouce le long du bord, puis hochait la tête. Assez bon. Mais elle n'avait pas fini. La lame devait être emmanchée, attachée à un manche qui la rendrait réellement utile. C'est là que l'artisanat devenait de l'art. Elle avait préparé un manche en bois plus tôt, un morceau de bois dur avec une fente sculptée à une extrémité. Maintenant, elle sortait une petite poche en cuir contenant de la résine de pin qu'elle avait collectée et chauffée jusqu'à ce qu'elle devienne collante. Mélangée à un peu de charbon de bois et d'os broyés pour plus de solidité, cela deviendrait l'équivalent préhistorique de la superglue. En la regardant travailler, vous remarqueriez quelque chose de fascinant. Elle n'avait pas besoin de réfléchir à la plupart des étapes. Ses mains se déplaçaient automatiquement à travers des processus qu'elle avait effectués des milliers de fois. Chauffer la résine sur le feu, l'appliquer sur la fente du manche, positionner la lame avec précision, envelopper le joint avec de fines lanières de tendons qui rétréciraient et se resserreraient en séchant. Tout le processus prenait peut-être 10 minutes, mais il s'appuyait sur des décennies d'expérience et des générations de connaissances accumulées. Près d'elle, votre frère travaillait sur un problème entièrement différent. Il avait un morceau de bois de ce cerf tué il y a 3 jours, et il le sculptait lentement et patiemment en une pointe de lance. C'était différent du travail de la pierre. Le bois de cerf était organique, flexible, capable d'encaisser des impacts qui briseraient la pierre. Mais il était aussi plus difficile à façonner, nécessitant des outils et des techniques différents. Il utilisait un burin en pierre, un outil en forme de ciseau, pour gratter et sculpter le bois de cerf. Le travail était fastidieux, produisant un son de grattage doux et constant qui formait un contrepoint au martèlement rythmique de votre tante. De fines boucles de bois de cerf tombaient à chaque coup, s'accumulant en un petit tas à ses pieds. De temps en temps, il s'arrêtait et testait la pointe contre son pouce, vérifiant le tranchant et l'équilibre. Cette pointe serait différente des lances à pointe de pierre que la plupart des chasseurs utilisaient. Plus légère, plus flexible, elle pourrait être lancée plus loin et était moins susceptible de se briser. Mais il fallait des heures pour la fabriquer. Le bois de cerf n'était disponible que lorsque quelqu'un réussissait à chasser des cerfs ou des animaux similaires. La pierre était partout, le bois de cerf était précieux. Vous l'utilisiez donc avec soin pour des usages spéciaux, et vous vous assuriez que tout le monde dans le groupe savait qui avait fabriqué quoi. Car voici quelque chose que les archives archéologiques n'ont révélé que récemment.
Les artisans préhistoriques étaient fiers de leur travail. Nous le savons parce que nous trouvons des outils qui sont plus beaux qu'ils n'en avaient besoin. Des pointes de pierre façonnées avec une symétrie parfaite, même si des pointes asymétriques fonctionneraient tout aussi bien. Des aiguilles en os décorées de minuscules motifs sculptés, des propulseurs de saguets en bois de cerf sculptés en forme d'animaux. Personne ne décore quelque chose de purement fonctionnel, à moins de se soucier de l'esthétique, à moins de vouloir que son travail soit reconnaissable, admiré. La pointe de lance de votre frère serait efficace, oui, mais elle serait aussi belle. Parce que quand vous la porteriez, quand vous l'utiliseriez pour nourrir votre famille, vous voudriez que tout le monde sache qui l'a fabriquée. Statut, réputation, identité, tout cela véhiculé par l'artisanat. De l'autre côté du camp, 3 femmes travaillaient à une tâche tout aussi essentielle, la production de vêtements. L'une grattait une peau de cerf tendue sur un cadre en bois, utilisant un grattoir en pierre pour enlever toute trace de graisse et de membrane de la surface intérieure. Le son était distinctif, un touac, touac, touac rythmique qui se propageait dans le camp. Ses mains se déplaçaient en coups réguliers, se chevauchant légèrement. Ce n'était pas un travail rapide. Une seule peau pouvait nécessiter des heures de grattage. Et même alors, vous n'aviez pas fini. La peau devait être traitée, soit en la fumant sur un feu, soit en la frottant avec un mélange de tissu cérébral et de graisse qui l'empêchait de devenir rigide en séchant. Le processus de tannage au cerveau était de la chimie sans laboratoire, développée au fil des siècles. Quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, avait compris que le cerveau contenait exactement les bons composés pour conserver le cuir. Peut-être l'ont-ils découvert par accident, peut-être par une expérimentation systématique. Quoi qu'il en soit, la connaissance avait été transmise de parents à enfants pendant des générations. À proximité, sa sœur travaillait sur une peau déjà tannée. Elle avait un poinçon en os, un outil pointu pour percer des trous, et elle créait lentement et méthodiquement un vêtement. Percer un trou, enfiler du tendon, percer un autre trou. La couture était grossière selon les normes modernes, mais remarquablement efficace. Ces vêtements seraient chauds, durables et flexibles. Ils dureraient des saisons, peut-être des années, protégeant leurs porteurs d'un froid qui pouvait tuer en quelques heures. La 3e femme faisait quelque chose qui aurait semblé impossible aux humains antérieurs. Elle cousait avec une véritable aiguille, un minuscule morceau d'os percé d'un trou à une extrémité, enfilé de tendons. Cette technologie avait moins de 20 000 ans à votre époque. Une innovation récente qui avait révolutionné la production de vêtements. Avec des aiguilles, vous pouviez faire des vêtements qui s'ajustaient réellement, qui pouvaient être adaptés à des corps individuels, qui pouvaient être décorés de perles cousues ou de bandes de cuir teinte. Elle fabriquait des vêtements d'hiver pour sa fille, doublés de fourrure et superposés, assez chauds pour le froid brutal qui arriverait dans quelques mois. La petite fille était assise à proximité, observant attentivement, essayant parfois d'aider. C'est ainsi que les connaissances se transféraient, non pas par une instruction formelle, mais par une observation et une imitation constante. Au moment où la fille aurait 10 ans, elle serait compétente dans le travail de base des peaux. À 20 ans, elle pourrait être l'une des maroquinières les plus qualifiées du groupe. Mais les vêtements et les outils n'étaient pas les seules choses fabriquées. Un homme plus âgé était assis seul, travaillant sur quelque chose de plus petit, de plus délicat. Il avait une collection de coquillages qu'il avait échangés l'été dernier lorsqu'un groupe voisin était venu de la côte, à 3 semaines de marche. Maintenant, il perçait de minuscules trous dedans avec une perceuse en pierre, un processus minutieux qui nécessitait des mains fermes et une patience infinie. Ceux-ci deviendraient des perles, enfilées sur une corde en fibre végétale pour faire des colliers ou des bracelets, purement décoratifs, purement sociaux. Personne n'avait besoin de bijoux pour survivre, mais les humains en fabriquaient depuis au moins 100 000 ans, probablement plus longtemps, parce que la survie ne suffisait pas. Nous avions besoin de beauté, de marqueurs de statut, de moyens d'exprimer notre identité et notre appartenance. Ces perles disaient « J'ai des liens avec la côte, et j'ai le temps de faire de belles choses, et j'apprécie l'esthétique. » Tout cela véhiculé par des coquillages percés sur une ficelle. Ce qui est frappant dans toute cette activité, c'est la spécialisation. Tout le monde n'était pas bon à tout. Votre tante avait passé des décennies à maîtriser le travail de la pierre et était une véritable experte.
Votre frère excellait dans la sculpture du bois de cerf et de l'os, mais n'était que passable en taille. La femme qui fabriquait les vêtements d'hiver était la meilleure maroquinière du groupe. Et lorsque ces compétences étaient requises, d'autres contribuaient de la nourriture ou de l'aide pour d'autres tâches en échange. Ce n'était pas tout à fait une économie de marché, mais c'était proche, une reconnaissance que différentes personnes avaient des talents différents et que le groupe en bénéficiait lorsque les gens se spécialisaient. C'était aussi le fondement de quelque chose qui deviendrait de plus en plus important, la complexité sociale. Dans les groupes où tout le monde pouvait tout faire aussi bien, il n'y avait pas beaucoup de base pour la hiérarchie ou la différenciation de statut. Mais lorsque des individus développaient des compétences spécialisées dont d'autres avaient besoin, la dynamique du pouvoir changeait. Le meilleur fabricant d'outils, le meilleur maroquinier, le meilleur artiste, ils gagnaient tous une influence qui transcendait la simple force physique ou l'habileté à la chasse. Et partout, les enfants observaient. Un garçon d'environ 8 ans était assis près de votre tante, essayant de reproduire ses mouvements avec ses propres petites pierres. La plupart de ses tentatives échouaient, ne produisant rien d'utile, mais elle l'encourageait quand même. De temps en temps, elle prenait sa main, guidait ses coups, lui montrait le bon angle. C'était de l'éducation à la manière préhistorique. Pas d'école, pas de programme formel, juste une observation et une pratique constante sous la direction d'experts. Au moment où le garçon aurait 15 ans, il pourrait être compétent dans la fabrication d'outils de base. À 25 ans, s'il avait du talent et du dévouement, il pourrait être assez expert pour enseigner aux autres, et la connaissance se transmettrait à une autre génération, chacune ajoutant de petits raffinements, de minuscules améliorations qui s'accumuleraient au fil des siècles en révolution technologique. Le soleil de l'après-midi se déplaçait dans le ciel et les sons de l'artisanat continuaient. Tapotement, grattage, le crépitement du feu, des conversations occasionnelles, créant la culture matérielle qui rendait la vie humaine possible, construisant, un coup patient à la fois, les fondations de tout ce qui allait suivre. Si vous imaginez les premiers humains comme des figures épuisées, à moitié affamées, marchant sans fin à travers le paysage, chassant constamment, cueillant constamment, constamment au bord de l'effondrement, vous n'êtes pas seul. Cette image nous a été inculquée pendant des décennies. La vie avant la civilisation, nous dit-on, était méchante, brutale et courte. Une lutte constante pour la survie. Pas de temps pour autre chose que le travail. Mais lorsque les anthropologues ont commencé à vivre avec des sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes et à compter réellement comment ils passaient leur temps, une image très différente a émergé. En moyenne, les adultes de nombreuses sociétés de recherche de nourriture ne passent qu'environ 4 à 6 heures par jour à ce que nous appellerions le travail. Trouver de la nourriture, la préparer, entretenir les outils, l'entretien de base du camp. Le reste de la journée n'est pas rempli d'une course effrénée. Il est rempli de rien en particulier. Se reposer, parler, jouer, faire de la musique, se toiletter, regarder au loin, simplement exister. Si votre journée d'il y a 40 000 ans était tracée sur une feuille de temps moderne, elle confondrait probablement un directeur d'entreprise. Oui, il y a des accès d'efforts intenses, pister des animaux pendant des heures, transporter de lourdes charges de nourriture cueillie, façonner des outils en pierre avec une précision minutieuse. Mais ces accès sont entourés de longues périodes de temps flexibles à faible intensité, un temps que vous pouvez adapter à l'énergie de votre corps, à la météo, à l'humeur du groupe. Alors, que faisaient réellement les gens de toutes ces heures? Une grande partie de cela semblerait étonnamment familière et étrangement lente. On se repose. Cela peut signifier s'allonger sur le côté, sous un coin d'ombre, écoutant d'une oreille distraite le bavardage de ses proches. Cela peut signifier s'asseoir près du feu, tournant distraitement un caillou lisse entre ses doigts, regardant la fumée monter. Lorsque le corps est votre seul véritable outil, le préserver fait partie de la survie. Se reposer n'est pas de la paresse, c'est de l'entretien. On socialise. La conversation dans une petite bande de 20 ou 30 personnes n'est pas un bruit de fond facultatif. C'est la toile qui maintient le groupe uni. Chaque discussion sur qui a vu quel troupeau, qui a trouvé un nouveau peuplement de tubercules, qui s'est disputé avec qui hier soir, ce n'est pas du simple commérage,
Ce sont des systèmes de partage d'informations, des stratégies de gestion des conflits, des premiers secours émotionnels. On joue avec les enfants. On les laisse grimper sur soi comme sur une aire de jeu vivante. On leur montre comment lancer de petits bâtons sur une cible ou comment manipuler doucement un morceau de pierre sans se couper. Leurs jeux peuvent ressembler à du chaos, mais à travers eux, ils répètent l'âge adulte, pratiquant la coordination, testant les limites sociales, expérimentant le risque et la confiance. Pendant de longues périodes de la journée, il n'y a pas d'agenda urgent, pas d'horaire serré, pas de réveil qui vous entraîne d'une tâche à l'autre. Le rythme de la vie est souvent dicté par les lents cycles du soleil, des saisons et des mouvements des animaux, non pas par l'aiguille des minutes sur un cadran. Et puis, quelque part dans tout ce temps non programmé, quelque chose d'autre commence à se produire. Les humains commencent à inventer le fun. Les archéologues ont trouvé de petits objets sur des sites préhistoriques qui ne rentrent dans aucune catégorie d'outils ou d'armes. De minuscules animaux sculptés en os ou en bois de serre. Des morceaux de pierre lisses et façonnés percés au centre comme des toupies primitives. De petites figurines de personnes, parfois exagérées de manière étrange. Pour un adulte affamé accroupi près d'un feu, cela ne ferait pas grand-chose. Mais pour un enfant, ce sont des jouets. On peut l'imaginer, une petite main essayant de faire tourner un disque de pierre sur la terre battue, deux enfants faisant semblant de chasser avec des lances miniatures faites de brindilles. Un parent, à moitié amusé, à moitié attentif, les laissant aider à une tâche qui n'a pas vraiment besoin d'aide. Le jeu n'est pas une distraction de la vie réelle, c'est la vie réelle. À travers le jeu, les enfants apprennent à viser, à négocier, à partager, à diriger et à suivre. Il y a aussi des indices de jeu pour adultes. Certains petits os et pierres trouvés ensemble dans des motifs qui suggèrent des dés ou des jetons. Des lignes gravées sur des surfaces de roches plates qui auraient pu être des plateaux de jeu. Des endroits où des pièces étaient déplacées dans des compétitions silencieuses qui passaient le temps. Nous ne connaissons pas les règles qu'ils utilisaient, mais l'impulsion est claire. Lorsque les besoins immédiats sont satisfaits, l'esprit humain recherche des motifs, des défis, de petits puzzles à résoudre. Les jeux sont des rêveries structurées, et les premiers humains semblent avoir eu beaucoup de temps pour cela. Et puis, il y a la musique. Dans les grottes d'Europe, les archéologues ont découvert de délicates flûtes sculptées dans des os d'oiseaux et de l'ivoire de mammouth, certaines datant de plus de 40 000 ans. Ce ne sont pas de simples bruiteurs. Certaines ont des trous soigneusement espacés, qui produisent des gammes musicales reconnaissables. Quelqu'un s'est assis et a expérimenté, ajustant chaque trou juste un peu, apprenant à l'oreille. Imaginez la première fois que quelqu'un dans votre bande sort une de ces flûtes près du feu. Le ciel est sombre, les étoiles commencent à apparaître, les braises rougeoinent. Il lève la flûte à ses lèvres, prend une inspiration, et un son étrange et clair s'élève. Pendant un moment, tout le monde se fige. Puis les notes se répètent, hésitantes d'abord, puis plus confiantes. Quelqu'un commence à taper un rythme. Une autre personne tape un bâton contre une bûche. Les pieds commencent à bouger, les corps à se balancer. Le camp, qui s'installait tranquillement pour la nuit il y a quelques minutes, est soudainement vivant de danse. La musique et la danse sont plus que du divertissement, elles synchronisent les corps et les esprits. Lorsque tout le monde bouge en rythme, respire ensemble, les voix s'élèvent et s'abaissent ensemble. Quelque chose de puissant se produit dans le cerveau. L'identité du groupe se renforce. L'anxiété s'estompe. Le monde semble, pour un moment, cohérent et sûr. Dans les petites bandes vulnérables des premiers humains, ces moments de rythme partagé ont pu être aussi importants que n'importe quelle lance ou abri. Après la danse vient l'autre grande technologie du loisir, les histoires. On est de retour au feu. La nuit est calme maintenant. Quelques dernières étincelles dérivent vers le haut. Les membres plus âgés du groupe se rapprochent des flammes. Les enfants s'appuient contre leurs parents. Quelqu'un, peut-être le meilleur conteur de la bande, commence une histoire. Elle pourrait porter sur la dernière grande chasse, quand le vent a changé soudainement et a presque tout gâché. Elle pourrait porter sur la fois où la rivière a débordé et où le groupe a dû déménager en hâte. Elle pourrait porter sur un animal farceur qui vole le feu,
ou sur un esprit qui vit dans les nuages d'orage et punit les gourmands. Certaines de ces histoires concernent clairement des événements réels, d'autres plongent dans le monde du mythe et de l'imagination. Mais toutes portent quelque chose. Un avertissement, une stratégie astucieuse, un souvenir de qui a fait quoi et pourquoi cela a compté. Sans écriture, sans archives, les histoires sont la mémoire du groupe. Elles portent des informations à travers les années et les générations. Où se trouve l'eau en saison sèche? Quelles plantes peuvent guérir la fièvre et lesquelles peuvent tuer? Ce qui s'est passé la dernière fois que quelqu'un a enfreint une règle sociale particulière. En écoutant ces contes à la lueur du feu, à moitié éveillé, à moitié dérivant, on n'est pas seulement diverti, on est entraîné, tranquillement et doucement, pour le reste de sa vie. Mais tout ce temps n'est pas passé en conversation, en musique ou en jeu. Une partie est consacrée au travail lent et méticuleux du toilettage. Si vous avez déjà regardé des primates dans un documentaire, vous l'avez vu. Des singes et des grands singes séparant soigneusement la fourrure des autres, enlevant la saleté et les parasites, inspectant la peau avec une concentration absolue. Cela a l'air fastidieux, mais cela sert deux objectifs, l'hygiène et le lien social. Les premiers humains faisaient de même, mais avec une légère différence. Pas de fourrure, mais beaucoup de cheveux. On s'assoit dos à un ami ou un frère ou un partenaire pendant qu'il passe doucement ses doigts ou un simple peigne en os ou en bois dans notre cuir chevelu. Il gratte de petites bosses, enlève des débris, écrase un pouls malchanceux entre leurs ongles. C'est à la fois pratique et apaisant, le genre de contact intime qui dit sans mots « tu comptes, je te prête attention ». Puis vient la décoration. L'ocre rouge, un pigment naturel riche en fer, apparaît sur les sites humains depuis des centaines de milliers d'années. Il est souvent broyé en poudre, mélangé à de la graisse ou de l'eau et appliqué sur la peau ou les cheveux. Est-ce un écran solaire, un insectifuge, une peinture corporelle symbolique? C'est peut-être les trois à la fois. On s'assoit pendant que quelqu'un trace des lignes sur notre visage, notre poitrine, nos bras. Peut-être qu'il nous marque comme membres d'une bande particulière. Peut-être qu'il signale notre rôle dans un rituel ou notre statut de quelqu'un qui a accompli une chasse dangereuse. Les cheveux sont tressés, les barbes taillées ou décorées. Des bijoux simples, faits de coquillages, de dents ou d'os sculptés, sont enfilés dans les cheveux ou suspendus à des cordons. Ces actes prennent du temps. Ils ne sont pas nécessaires pour manger, boire ou rester en vie. Mais ils font partie de la façon dont les premiers humains ont transformé la simple survie en une vie avec une identité, de la beauté et du sens. Et entre toutes ces discussions, ces jeux, ces décorations et cette musique, il y a de longues périodes de quelque chose que dans le monde moderne, nous avons presque oublié comment faire, simplement observer. On s'allonge sur le dos et on regarde les nuages dériver. On s'assoit tranquillement et on suit le chemin d'une file de fourmis. On se tient au bord du camp et on regarde un troupeau d'animaux paître au loin. On trace les motifs des étoiles. Pour un observateur moderne, cela pourrait ressembler à de l'ennui. Mais pour les premiers humains, cette observation constante et douce fait partie de la façon dont ils construisent une carte mentale du monde. Cela entraîne l'attention, aiguise l'intuition. La personne qui a passé des centaines de soirées à observer tranquillement le ciel pourrait être la première à remarquer un motif de nuages inhabituels qui laisse présager une tempête. L'enfant qui a passé des heures interminables à suivre des traces d'animaux juste pour le plaisir pourrait devenir le meilleur pisteur de la bande sans jamais avoir été formellement enseigné. Et il y a autre chose ici, quelque chose de moins pratique et de plus mystérieux. Quand vous n'avez pas d'écran lumineux, pas de mots écrits, pas de musique de fond, le silence et l'immobilité ne semblent pas vides. Ils semblent pleins. Pleins du bourdonnement des insectes et des appels des oiseaux, du soupir du vent dans l'herbe, du lointain bruit de l'eau, de la douce respiration des gens que vous aimez à proximité. Dans cette immobilité, la frontière entre vous et le monde peut sembler plus mince. Vous n'êtes pas un esprit séparé piégé dans un emploi du temps frénétique, regardant la nature par une fenêtre. Vous êtes un animal dans un environnement, intégré à lui, attentif à lui, façonné par lui.
la journée d'un premier humain, il y a 40 000 ans, n'est donc pas un flou de labeur sans fin. C'est un schéma d'effort et de facilité, de travail ciblé et de loisirs décousus. Chasse, cueillette, artisanat, oui, mais aussi blagues, chants, danse, toilettage, décoration, narration, observation des nuages, observation des étoiles. Leur vie était dangereuse d'une manière que les nôtres ne le sont généralement pas. La maladie, les blessures et la faim étaient toujours proches. Mais ils avaient aussi quelque chose qui est devenu rare dans de nombreuses vies modernes. De longues périodes de temps ininterrompues, pendant lesquelles rien d'urgent ne devait être fait. Du temps pour laisser l'esprit vagabonder, du temps pour être avec les autres sans agenda, du temps pour simplement être éveillé dans un monde vivant. Et alors que le feu s'éteint et que la dernière histoire s'estompe dans la chaleur de la nuit, cette spaciosité vous suit dans le sommeil. Demain, il y aura à nouveau du travail. Mais il y aura aussi de la musique, des rires, et l'affaire lente et silencieuse d'être humain. Alors, revenons à cette journée ordinaire, il y a 40 000 ans. On n'est pas seul là-bas sur la savane ou dans la forêt. On vit dans une bande. Pas un village, pas une ville. Un minuscule monde humain de peut-être 20, 30, 40 personnes, rarement plus de 50. Assez petit pour que l'on connaisse chaque voix, chaque rire, chaque pas dans le noir. On peut dire qu'il marche derrière soi par la façon dont son pied racle le sol. On reconnaît une toux au milieu de la nuit. Ce n'est pas un accident, c'est ainsi que notre espèce fonctionne. Les bandes trop petites ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas partager assez de compétences, ne peuvent pas trouver assez de partenaires matrimoniaux. Les bandes trop grandes deviennent instables. Donc la sélection naturelle, la culture et la simple praticité ont toutes poussé nos ancêtres dans une sorte de juste milieu. Une société de la taille d'un salon, intime, flexible, profondément personnelle. Tout le monde dans ce petit groupe s'intègre dans une carte mentale dans notre tête. Qui est généreux? Qui est paresseux? À qui peut-on faire confiance pour garder un secret? Qui partagera de la nourriture lorsque la chasse tournera mal? Ces cartes invisibles de relations sont aussi importantes que les outils en pierre ou le feu. C'est ainsi que ce peuple survit. Et là où il y a des relations, il y a des conflits. Pas des drames judiciaires, pas des rois et des juges, mais des frictions quotidiennes. Quelqu'un a pris plus de viande qu'il n'en méritait. Quelqu'un a flirté avec le partenaire de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a sauté son tour de garde du feu. Dans une bande aussi petite, on ne peut pas simplement s'en aller et ne plus jamais les revoir. On va dormir à 10 pieds d'eux ce soir. Alors, comment maintenir la paix sans police, sans loi, sans prison? On utilise les plus anciens outils que les êtres humains aient jamais inventés. Le commérage, la médiation, la réputation. Le commérage dans ce monde n'est pas du bavardage oisif. C'est l'application de la loi, les nouvelles et les médias sociaux, tout en un. Lorsque deux chasseurs se disputent pour savoir qui a blessé l'antilope en premier, les gens le remarquent. L'histoire est répétée autour du feu ce soir-là, racontée et remodelée. Au moment où elle a fait le tour, tout le monde sait qui était égoïste, qui était généreux, qui s'est excusé, qui a gardé rancune. Personne n'écrit rien, mais rien n'est oublié. Si quelqu'un accumule de la nourriture, cela devient une histoire. Tu te souviens quand il a caché cet os à moelle? La prochaine fois qu'il y aura une pénurie, les gens seront peut-être plus lents à partager avec lui. Si quelqu'un est courageux dans une chasse dangereuse ou gentil avec un aîné malade, cela devient aussi une histoire. Ces histoires sont notre score de crédit social. Elles déterminent qui reçoit de l'aide en cas de problème, à qui on confie des tâches importantes. Pour les conflits plus importants, on n'a pas de palais de justice, on a des aînés. La femme plus âgée qui a vu une centaine de disputes sur la viande et le mariage. L'homme qui se souvient de la dernière fois où deux frères en sont presque venus aux mains et comment cela a été réglé. Ce ne sont pas des juges au sens moderne, mais les gens se tournent vers eux lorsque les esprits s'échauffent. Ils s'assoient entre les parties en colère, parlent lentement, évoquent des événements passés. Ils ajoutent du contexte, rappellent à tout le monde les difficultés partagées et les gentillesses passées.
La médiation est une stratégie de survie. Une querelle dans une bande de 30 personnes peut être une condamnation à mort. Divisez le groupe en deux, et soudain, chaque côté est trop petit pour se défendre, trop faible pour se déplacer loin. Donc tout le système social est discrètement biaisé vers la réconciliation. Les gens taquinent au lieu d'accuser directement. Ils se plaignent de manière détournée. Ils chantent des chansons qui laissent entendre un mauvais comportement plutôt que de nommer des noms. Cela peut sembler indirect, mais cette pression douce est puissante. Elle permet aux gens de changer sans perdre la face. Elle leur permet de reculer du bord du gouffre. Sous tout cela, il y a une simple vérité. La survie dépend des autres. Cela commence tôt, dès la naissance. Dans cette bande, les enfants n'appartiennent pas à une seule famille nucléaire au sens moderne. Ils appartiennent au camp, au groupe, au réseau. La mère compte, le père compte, mais aussi les grands-parents, les tantes et les oncles, les frères et sœurs plus âgés, et même les adultes non apparentés. Dans le langage de l'anthropologie moderne, c'est de l'élevage coopératif. Dans le langage de nos ancêtres, c'est juste la vie. La mère est peut-être partie cueillir des racines, portant le petit frère ou aidant à traiter la viande. Quelqu'un d'autre nous divertit. Une tante nous laisse ronger un morceau de peau, un cousin plus âgé nous montre comment empiler de petites pierres, une grand-mère fredonne un motif rythmique. Il faut un village n'est pas une métaphore ici, c'est une description de poste. Si la mère meurt ou est blessée, on ne meurt pas automatiquement avec elle. Il y a d'autres seins pour nous allaiter, d'autres bras pour nous porter, d'autres esprits investis dans notre survie. Cette redondance, plusieurs adultes s'occupant des mêmes enfants, est un filet de sécurité invisible. Cela libère également les gens pour se spécialiser. Certains adultes sont meilleurs pour un enseignement patient, certains pour des jeux brutaux qui enseignent l'équilibre et la force, certains pour nous réconforter lorsque l'on se réveille d'un cauchemar. Le résultat est qu'à l'âge de 10 ou 12 ans, on a appris d'un village entier de professeurs. Les relations et les partenariats dans ce monde sont plus variés qu'un simple « un homme, une femme » pour toujours. Différents environnements, différentes cultures et différentes époques ont probablement vu des schémas différents. Dans certains groupes, les liens de couple à long terme ont pu être la norme. Dans d'autres, les partenariats ont pu être plus fluides. Il aurait pu y avoir des arrangements que nous appellerions aujourd'hui polygames ou polyandres, en particulier dans des environnements difficiles où le partage des ressources était essentiel. Le point clé est qu'il n'y avait pas de modèle de mariage préhistorique unique et naturel. Ce qui restait constant, c'était la nécessité de gérer la jalousie, de partager les ressources et de protéger les enfants. Des tabous formels, des relations de plaisanterie et des règles tacites ont tous évolué pour rendre cela possible. Qui peut approcher qui? Qui doit de la viande ou des faveurs à qui? Qui peut plaisanter sur quoi en public? Ces schémas agissent comme des feux de signalisation silencieux, guidant tout le monde à travers le labyrinthe émotionnel du désir, de la loyauté et de la responsabilité. Et une bande de 30 personnes n'est pas le monde entier. Au-delà du cercle de visages familiers autour de notre feu, il y a d'autres bandes, d'autres groupes parlant des langues ou des dialectes similaires, liés à nous par une lointaine parenté, de vieilles alliances ou une simple habitude. On ne les voit peut-être que quelques fois par an, mais ces visites sont parmi les événements les plus importants de notre vie. Imaginez la fin de l'été ou la fin de la saison sèche, lorsque les ressources sont temporairement abondantes dans une vallée particulière. Les troupeaux se rassemblent, les poissons remontent les rivières, les arbres fruitiers sont lourds. La nouvelle se propage, non pas par des téléphones ou des cartes, mais par des chaînes de rencontres. Un chasseur solitaire passe devant une autre bande et mentionne où le gibier est abondant. Un cousin en visite parle d'un méandre de rivière plein de poissons. Lentement, les bandes convergent. C'est notre version d'un festival. Lors des rassemblements saisonniers, le commerce s'épanouit. Un homme d'un groupe côtier apporte des coquillages et du poisson séché. Quelqu'un des montagnes apporte de l'obsidienne pour les lames. D'autres ont de l'ocre pour la peinture. Les objets voyagent des centaines de miles par petits sauts, changeant de main encore et encore. Chaque commerce scellé par une conversation, des histoires, peut-être un repas partagé.
Les unions se produisent ici aussi. Si notre bande n'a que 30 personnes, on ne veut pas que tout le monde s'accouple exclusivement à l'intérieur de ce cercle minuscule. La consanguinité est un tueur silencieux, donc les alliances avec d'autres bandes comptent. Les jeunes rencontrent des partenaires potentiels de l'extérieur. Certains retournent à notre bande avec un nouveau partenaire, certains partent, rejoignant un autre groupe de façon permanente. En termes modernes, c'est de la génétique des populations. Pour nos ancêtres, c'est juste la vie qui avance. Ces rassemblements sont aussi l'endroit où l'information se propage. Quelqu'un a découvert une nouvelle façon d'attacher plus solidement les pointes de pierre à une lance avec de la résine végétale. Quelqu'un a trouvé une vallée où l'hiver est un peu moins rude. Quelqu'un a remarqué un nouveau prédateur dans la région. Les histoires, les avertissements et les techniques se propagent à travers ces réseaux. Tout cela dépend d'une adaptation extraordinaire, le langage. Non seulement des grognements et des gestes, mais une parole stratifiée, flexible et combinatoire. La capacité de dire non seulement lion et là, mais 3 lions sont venus de ce ravin la saison sèche dernière quand la rivière était basse, alors ne campez pas là avec de jeunes enfants. La capacité d'expliquer une stratégie de chasse, un mythe, un rêve. Il y a 40 000 ans, nos ancêtres avaient presque certainement des langues aussi capables que n'importe quelle langue parlée aujourd'hui. Des vocabulaires différents, des rythmes différents, mais la même machinerie cognitive de base. Syntaxe, temps, métaphore, blague, insulte, chanson d'amour, berceuse. Le langage permet à notre bande de coordonner des chasses complexes. Il permet aux aînés de parler aux enfants des dangers qu'ils n'ont jamais vus personnellement. Il permet aux nouvelles d'une sécheresse dans la vallée voisine de nous parvenir avant que nous ne manquions de nourriture. Et la nuit, allongée à moitié endormie près du feu, le langage nous permet de dériver sur des vagues de narration silencieuses, des contes d'animaux héroïques, d'ancêtres intelligents, d'esprits dangereux, d'amants perdus. Dans ce monde, les personnes âgées ne sont pas mises de côté, ce sont des disques durs. Dans une vie physiquement exigeante, un corps âgé ne peut pas faire tout ce qu'il faisait autrefois. Les genoux font mal, les yeux se brouillent, les mains tremblent un peu en taillant la pierre. Mais l'esprit, affiné par des décennies d'expérience, devient plus précieux chaque année qui passe. Le vieil homme qui ne peut pas chasser un cerf peut encore se souvenir des étoiles qui marquent le changement de saison. La grand-mère qui ne cueille plus aussi loin du camp se souvient des plantes qui guérissent les maux d'estomac et de celles qui sont mortelles. L'aîné qui a vécu un hiver brutal peut conseiller quand il est temps de bouger. Lorsqu'un enfant a de la fièvre, les aînés se souviennent des fièvres passées et de ce qui a aidé. Lorsqu'une fumée à l'horizon laisse présager un incendie lointain, ils se souviennent de la dernière fois que la forêt a brûlé. Ce sont des bibliothèques ambulantes de famine et d'abondance. Dans un monde sans livres, perdre soudainement un aîné, c'est comme une bibliothèque moderne qui prendrait feu pendant la nuit. Ce qui nous amène à la mort. Les gens mouraient jeunes, souvent. Infections, blessures, accouchements, accidents de chasse. Mais ce qui est frappant dans les archives archéologiques, ce n'est pas seulement le fait de la mort, c'est la façon dont les gens y réagissaient. Nous trouvons des tombes, non pas de simples corps jetés dans des trous, mais des arrangements soignés, des squelettes recroquevillés en position fétale, parfois saupoudrés d'ocre rouge, comme s'ils étaient peints pour un dernier voyage. Des individus enterrés avec des outils, des perles, des morceaux de viande. Dans certains sites néandertaliens, les corps semblent avoir été déposés dans des fosses qui ont ensuite été délibérément remplies, peut-être même de fleurs. Cela suggère quelque chose de plus que de l'élimination. Cela laisse entrevoir un rituel. Peut-être que notre bande croit que les morts continuent d'exister dans un autre lieu. Peut-être qu'ils deviennent des animaux. Peut-être qu'ils veillent sur les vivants. Peut-être qu'il y a des histoires sur un monde d'ombre sous la terre ou au-dessus des nuages. Quelle que soit la croyance spécifique, une chose semble claire. La mort n'est pas traitée comme un rien. Lorsque quelqu'un meurt dans notre camp, le rythme ordinaire se brise. Les expéditions de cueillette sont reportées, les chasses sont plus silencieuses, les gens s'assoient plus près les uns des autres la nuit, les mots sont prononcés plus doucement. Les enfants posent des questions. Les adultes racontent des histoires sur la bravoure, la générosité
ou les erreurs idiotes du défunt. La mort, elle aussi, devient une partie du commérage du groupe, mais dans un registre différent. Non pas sur un comportement à juger, mais sur un sens à trouver. L'acte d'enterrer les morts, de les rendre à la terre avec soin, fait quelque chose aux vivants. Il les unit dans un deuil partagé, une mémoire partagée, une peur partagée et un espoir partagé. En ce sens, la vie sociale et la communauté ne sont pas de simples ajouts agréables à l'existence des premiers humains. Elles sont la technologie de base qui a rendu tout le reste possible. Nos ancêtres n'ont pas survécu parce qu'ils étaient les individus les plus forts. Ils ont survécu parce qu'ils étaient intégrés dans des réseaux de soins, d'obligations, de communication et de mémoire. Autour de ce petit cercle de 20 à 50 visages, des visages que l'on connaît mieux que son propre reflet, toute l'histoire humaine se déroule déjà. Coopération et conflit, amour et jalousie, sagesse et bêtise, naissance et perte. Une minuscule tribu en mouvement, transportant le feu, les outils, les histoires et les gènes à travers le paysage. Alors que le soleil descend et que la journée commence à se rafraîchir, ces liens de communauté façonneront les dernières heures de notre journée préhistorique. Comment on se rassemble autour du feu, ce que l'on chante, ce que l'on se souvient et ce que l'on ose rêver pour demain. Au moment où la chasse et la cueillette de la journée étaient terminées, lorsque les ventres étaient pour la plupart pleins et que le feu s'était réduit à une lueur orange constante, quelque chose d'autre commençait généralement. Quelque chose qui ne remplissait pas l'estomac ni n'aiguisait une lance, mais qui semblait tout de même nécessaire. Nos ancêtres avaient un autre travail en plus de rester en vie. Ils devaient donner un sens au fait d'être en vie. Imaginez l'entrée d'une grotte à la tombée de la nuit. La dernière lumière s'estompe à l'extérieur. L'air se rafraîchit, et les sons des insectes et des appels d'animaux lointains commencent à s'élever. À l'intérieur, le feu peint les murs d'ombres mouvantes. Quelqu'un ramasse un morceau d'ocre rouge. Quelqu'un d'autre déroule une longueur de tendon avec des perles de coquillage enfilées dessus. Dans la pénombre, les gens commencent à se transformer et à transformer le monde qui les entoure. Pour nous, cela ressemble à de l'art et de la religion. Pour eux, c'était probablement juste la vie. Commençons par les preuves les plus célèbres de ce monde intérieur. Au plus profond de l'obscurité, loin de l'entrée de la grotte, bien au-delà de l'endroit où quiconque avait besoin d'aller pour dormir ou stocker de la nourriture, il y a des peintures. Pas des gribouillages occasionnels près de l'entrée. Certaines des images les plus spectaculaires de l'Europe de l'âge de glace apparaissent à des centaines de mètres sous terre, dans des endroits que l'on ne peut même pas atteindre sans ramper ou grimper, des endroits où aucune lumière du soleil n'a jamais atteint. Des chevaux, des bisons, des lions, des rhinocéros laineux, des mammouths, des troupeaux s'écoulant sur la pierre comme si la roche elle-même était vivante. Des courbes soigneusement choisies dans la paroi de la grotte deviennent l'épaule bombée d'un bison, l'arc des côtes d'un animal, le gonflement de la poitrine d'un cheval. Certaines images sont ombrées et superposées, comme si l'artiste voulait qu'elles bougent à la lumière vacillante de la torche. Ce n'était pas de la décoration intérieure. Personne ne vivait là-bas. Pour réaliser ces peintures, les gens devaient rassembler des torches, du combustible, des pigments et des outils. Ils devaient organiser des expéditions dans l'obscurité absolue. Ils devaient connaître la grotte assez bien pour ne pas se perdre. Ils ont choisi ces endroits délibérément, puis les ont remplis d'images que, pour autant que nous le sachions, seuls eux verraient jamais. Pourquoi ? Nous ne savons pas, mais il y a des indices. Une possibilité est l'enseignement. Imaginez les chasseurs de votre groupe amenant des adolescents dans la grotte, torches à la main, montrant des troupeaux peints tout en racontant des histoires. Où visez votre lance ? Comment se comporte un animal blessé ? À quelle saison les bisons passent par quelle vallée ? Les parois de la grotte deviennent une sorte de tableau noir en 3 dimensions. Une école cachée sous la terre. Une autre possibilité est le rituel. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les images d'animaux ne sont pas de simples images. Ce sont des outils pour influencer la réalité. Dessiner une chasse réussie avant qu'elle ne se produise. Honorer l'esprit des animaux dont vous dépendez.
Ces bisons peints ont pu être plus des prières que des peintures. Ou peut-être était-ce les deux, un enseignement enveloppé de mythes, une connaissance pratique codée dans des histoires sacrées, une chasse rituelle peinte dans l'obscurité qui vous préparait à une vraie chasse à l'aube. Et la question demeure, pourquoi si profond? Certains archéologues pensent que ces chambres profondes étaient choisies précisément parce qu'elles vous coupaient de la vie ordinaire. Une fois là-bas, il n'y avait ni jour ni nuit, ni horizon, ni météo, juste de la pierre, de l'obscurité, du feu, des voix et tout ce qui bougeait dans votre propre esprit. C'est la recette parfaite pour des états de conscience modifiés, ce qui nous amène à quelque chose que nous ne pouvons pas fossiliser, l'ancienne spiritualité. Dans de nombreuses cultures de chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, il y a des figures que nous appellerions des chamans. Des gens qui dansent, chantent, jeûnent ou utilisent des plantes psychoactives pour entrer en transe. Ils voyagent dans d'autres royaumes, parlent aux ancêtres, négocient avec les esprits des animaux, guérissent les malades. Si quelque chose comme ça existait il y a des dizaines de milliers d'années, cela aurait un sens parfait. Dans les grottes sombres d'Europe, les archéologues ont trouvé d'étranges grappes de points, de lignes et de signes géométriques autour des animaux. Non seulement des images réalistes, mais des marques abstraites, des échelles, des zigzags, des pochoirs de mains, des séries de points qui peuvent correspondre au cycle lunaire. Certains chercheurs pensent que ces marques formaient un premier système de notation, une façon de compter les jours, de suivre les saisons, peut-être même de prédire les migrations. D'autres pensent que ces formes ressemblent aux motifs que les gens voient dans les visions, les éclairs géométriques de lumière qui apparaissent derrière les yeux fermés pendant la transe. Si c'est vrai, alors les murs de ces grottes ne sont pas seulement des archives d'animaux, mais des archives d'expériences à l'intérieur de l'esprit humain. Pendant que tout cela se passait sous terre, quelque chose d'autre se passait à la surface. Les gens se décoraient. Bien avant les célèbres peintures rupestres d'Europe, des dizaines de milliers d'années plus tôt, les humains en Afrique broyaient de l'ocre, des minéraux riches en fer, en poudre. Ils le mélangeaient avec de la graisse ou de l'eau, s'en frottaient la peau, en enduisaient les outils, l'utilisaient pour teindre les peaux. Sur des sites de plus de 100 000 ans, les archéologues ont trouvé des morceaux d'ocre délibérément façonnés et gravés, ainsi que des coquillages percés pour être enfilés, de petites perles usées aux endroits où elles frottaient contre la peau ou les vêtements. Des colliers, des bracelets, peut-être des bracelets de cheville qui tintaient lorsque l'on marchait ou dansait. La parure personnelle peut sembler triviale par rapport à la chasse au mammouth, mais elle marque un changement profond. Lorsque vous commencez à décorer votre corps, vous envoyez des messages sans mots. La couleur, le motif et les bijoux disent aux gens qui vous êtes et d'où vous venez. Mariés ou célibataires, guérisseurs ou chasseurs, membres de ce groupe, pas de celui-là. Ces perles et pendentifs ont pu aussi porter des histoires. Un coquillage de la côte porté par quelqu'un qui vivait loin à l'intérieur des terres signifie le commerce ou le voyage. Une dent d'un animal dangereux pouvait être un trophée, un rappel que vous avez affronté la peur et survécu. L'ocre rouge en particulier apparaît encore et encore dans les sépultures. Des corps saupoudrés de rouge, des tombes tapissées de pigments. Peut-être symbolisait-il le sang, ou la vie, ou le soleil couchant. Peut-être était-il destiné à protéger les morts. Quoi qu'il ait signifié, il signifiait quelque chose. Au moment où l'on arrive à environ 35 000 ans, ce monde symbolique devient surpeuplé. Maintenant, ce ne sont plus seulement des perles, de la peinture et des images d'animaux, les gens commencent à sculpter la forme humaine elle-même. Les figurines de Vénus, de petites sculptures souvent tenues à la main, sculptées dans l'os, l'ivoire ou la pierre. Elles partagent un style similaire sur de grandes distances, de la France à la Sibérie. Beaucoup ont des seins, des hanches et des ventres exagérés. Les visages sont souvent minimaux ou absents. Les bras et les pieds peuvent être à peine indiqués. L'accent est mis sur les corps, qui semblent enceintes, fertiles, abondants. Qu'était-ce? Certains pensent que c'étaient des charmes de fertilité tenus par les femmes comme une sorte d'espoir pour des enfants en bonne santé. D'autres suggèrent qu'elles étaient des représentations d'une déesse mère, une forme précoce de divinité qui incarnait la naissance, la nourriture et les cycles de la vie
et de la mort. Il y a même une théorie selon laquelle certaines étaient des autoportraits sculptés par des femmes enceintes, regardant leur propre corps, voyant leur ventre, leurs hanches et leurs seins, mais pas leur visage. Nous ne pouvons pas en être sûrs, mais quel que soit leur but, ces figurines montrent quelque chose de crucial. Les gens pensaient à eux-mêmes comme des symboles. Non pas c'est une femme, mais ce petit objet représente quelque chose de plus grand, la féminité, la maternité, la vie. Et cette pensée symbolique ne s'est pas arrêtée au corps et aux animaux, elle s'est étendue au ciel. Il y a des indices, juste des indices, que certains premiers humains prêtaient une attention particulière aux étoiles. Sur quelques sites, des os et des pierres sculptées montrent des séries d'entailles qui peuvent correspondre aux phases de la Lune, ou à des événements saisonniers comme les migrations et la maturation des plantes. Certaines images d'animaux dans les grottes apparaissent regroupées d'une manière qui, selon certains chercheurs, correspond au motif d'étoiles. Ces interprétations sont controversées, mais ce ne serait pas surprenant. Si votre survie dépend de se souvenir de quand les troupeaux se déplacent, quand le saumon remonte les rivières, vous regardez le ciel, vous remarquez des motifs. Finalement, vous pourriez commencer à penser que le ciel est une sorte de grande histoire écrite juste pour vous. Et si le ciel raconte des histoires, alors peut-être que les animaux aussi. Pour les peuples chasseurs-cueilleurs du monde entier, les animaux sont rarement de la simple viande. Ce sont des personnes d'un autre genre, des enseignants, des farceurs, des gardiens. L'ours qui marche sur deux pattes, le corbeau qui vole le soleil. Ces histoires ne sont pas de simples divertissements, ce sont des leçons de morale, des connaissances écologiques. Nos ancêtres du Paléolithique voyaient presque certainement le monde de cette façon. Lorsqu'ils peignaient un cheval au galop sur une paroi de grotte, ils ne dessinaient peut-être pas un cheval. Ils invoquaient peut-être un esprit qui se déplace comme un cheval, pense comme un cheval. Offenser cet esprit pouvait signifier une mauvaise chasse pendant des années. L'honorer pouvait apporter l'abondance. Le résultat est un monde où tout est vivant de sens. Roches, rivières, arbres, animaux, nuages, étoiles, tous des êtres, tous avec des histoires et des intentions. Et dans ce monde, des personnes spéciales émergeraient, celles qui rêvent de manière vivante, qui remarquent des motifs que personne d'autre ne voit, qui peut calmer un enfant paniqué. Ceux-ci pourraient devenir les chamans, ou quel que soit le nom que nos ancêtres leur donnaient. Imaginez une nuit près du feu. Le travail de la journée est terminé. Les gens s'assoient en cercle lâche. Le chaman, ou le conteur, le chanteur, celui qui va entre les mondes, commence. Un tambour se fait entendre, peut-être rien de plus qu'une peau tendue sur un cadre. Le rythme commence lentement, semblable à un battement de cœur, puis plus vite. Les voix s'élèvent, les pieds commencent à taper. La respiration du groupe se synchronise inconsciemment. Après un certain temps, on n'écoute plus seulement le rythme, on est à l'intérieur. La musique est l'une des plus anciennes technologies humaines que nous connaissons. Des flûtes en os, des bois de renne évidés, des instruments à percussion simples qui ne laisseraient aucune trace dans les archives archéologiques, mais qui sont presque certainement aussi anciens que le langage lui-même. À la lueur vacillante du feu, le rythme et la mélodie font quelque chose d'extraordinaire. Ils dissolvent les frontières entre les individus. Lorsque tout le monde bouge en rythme, chante la même phrase, le groupe devient un seul organisme. La peur se contracte, le temps s'étire. Les gens entrent dans des états de transe partagés, légers ou profonds, sans avoir besoin de drogue, juste du souffle, du son et du mouvement. Dans ces moments, les histoires sur les esprits des animaux et les ancêtres et les voyages dans d'autres royaumes ne sont pas de simples contes, elles semblent réelles. Parce que l'on fait l'expérience de quelque chose qui est en fait réel, un mode de conscience différent, une manière différente d'être un esprit dans un corps entouré d'autres esprits et corps faisant la même chose. C'est la fonction sociale de la spiritualité primitive. Il ne s'agit pas seulement d'expliquer les orages ou ce qui se passe après la mort. Il s'agit de souder de petits groupes fragiles d'humains en quelque chose d'assez fort pour survivre. Des rituels partagés, des symboles partagés, des chants partagés. C'est le ciment qui maintient la bande unie lorsque la nourriture est rare et que le danger est proche.
Et lorsque vous rassemblez tout cela, l'art des grottes profondes, les perles et l'ocre, les figurines sculptées, les marques abstraites, la musique et la transe, vous obtenez une image des premiers humains qui est très différente de la caricature des hommes des cavernes brutaux. Le jour, ils pistaient des animaux, taillaient la pierre, déterraient des racines, observaient le temps. La nuit, ils entraient dans un monde différent, un monde où les morts pouvaient écouter, où le ciel pouvait parler, où les animaux avaient des noms secrets et les montagnes se souvenaient. Ils portaient des lances lourdes et des outils tranchants, mais ils portaient aussi des choses invisibles, des mythes, des chants, des règles, des tabous, des rêves. Et lorsque le feu s'éteignait enfin et que les dernières histoires se terminaient, lorsque les mains tachées d'ocre étaient essuyées, lorsque les tambours se taisaient et que les gens s'étiraient sur des lits d'herbe et de peau, ils s'endormaient dans un univers qu'ils avaient aidé à créer, un univers de sens superposé aux faits bruts du froid, de la faim et du danger. Pendant qu'ils dormaient, les troupeaux peints attendaient dans les tunnels sombres sous terre. Les perles reposaient contre la peau endormie. La figurine de Vénus gisait à côté de la tête de quelqu'un, ou enterrée dans une poche avec d'autres petits trésors. Au-dessus d'eux, les étoiles tournaient lentement, que quelqu'un regarde ou non. Au matin, le travail pratique de la survie recommencerait. Mais cette vie intérieure, les chants, les symboles, le sentiment de force cachée se déplaçant à travers tout, cela ne s'est jamais vraiment arrêté. C'est toujours avec nous. Seulement maintenant, au lieu de la lumière d'une torche sur du calcaire, nous utilisons des écrans dans le noir. Au lieu d'ocre sur la peau, nous utilisons des avatars numériques et des marques de mode. Au lieu de figurines en ivoire sculptées, nous avons des icônes, des logos et des personnages qui signifient bien plus pour nous que leur substance physique. Les outils ont changé, le câblage en dessous, non. Alors que la nuit s'approfondit dans notre camp paléolithique, les dernières braises rougeoient. Quelqu'un se retourne dans son sommeil, un enfant murmure et est apaisé. Dehors, un loup lointain hurle, et personne ne se réveille, ils l'ont entendu 1000 fois. Demain apportera plus de marches, plus de cueillettes, peut-être une autre chasse. Mais pour l'instant, dans le silence entre les charbons crépitants et la première lumière de l'aube, la vie intérieure des premiers humains repose, non pas disparue, juste en attente de se relever avec le soleil et les histoires. Et alors que ce nouveau jour commence, nous pouvons les suivre dans la prochaine partie de leur routine. En fin d'après-midi, la lumière change. Les ombres commencent à s'allonger, les couleurs se retirent du paysage et la température chute plus vite que l'on ne s'y attendrait. Pour les peuples du Paléolithique, ce n'est pas juste un joli coucher de soleil, c'est un signal, un réveil silencieux disant à tout le monde « Tout ce que vous avez encore à faire, terminez-le maintenant ». Le paysage ouvert qui semblait gérable à la lumière du jour devient quelque chose de très différent dans l'obscurité. La perception de la profondeur s'effondre. Les prédateurs qui passaient la journée à se cacher dans l'ombre commencent à bouger. Alors nos ancêtres commencent à contracter leur monde, le ramenant vers l'intérieur, attirant l'activité vers la même chose qui a défini le soir pour les humains depuis au moins des centaines de milliers d'années, le feu. Tout le monde n'en avait pas tout le temps. Il y avait probablement encore des groupes qui perdèrent le feu de temps en temps ou s'en passaient pendant leur déplacement. Mais pour de nombreuses communautés du Paléolithique supérieur, le feu était aussi central au soir que la gravité l'est à notre corps en ce moment. Ce n'est pas juste un outil, c'est une ligne de démarcation. À l'intérieur du cercle de lumière et de chaleur, nous, à l'extérieur, tout le reste. Alors que le soleil se couche, les gens retournent vers le camp, vers ce centre vacillant. Les cueilleurs reviennent avec des brassées de bois, des paquets de plantes, peut-être quelques trouvailles surprises, des œufs, du miel, des coquillages. Les chasseurs rentrent plus tard, parfois triomphants avec de la viande, parfois les mains vides et silencieux. Allongez-vous directement dessus, nuit après nuit, et votre corps en paie le prix. Alors nos ancêtres ont appris à construire des barrières entre eux et la terre. Les archéologues ont trouvé des traces d'anciennes literies, des couches compressées d'herbes, de feuilles et de plantes aromatiques disposées en épais tapis, parfois renouvelés encore et encore, au même endroit.